Bonjour, ici David Yecker et bienvenue à Pas sorti du bois. C'est la Minute NAC et aujourd'hui je te parle des nouveaux mélanges de récupération complet Ultra Recovery, l'outil ultime pour récupérer après tes gros efforts. NAC accélère ta récupération avec un produit qui a le parfait ratio 4 pour 1 en frais de glucides versus protéines, idéal pour recharger ton niveau d'énergie, reconstruire tes muscles et réhydrater efficacement ton corps. C'est une nouvelle version améliorée des poudres Ultra Recovery que NAC offre depuis quelques années. Dans une scoop de poudre, tu as 40 g de glucides, 10 g de protéines, 1800 mg de BCAA et 520 mg d'électrolytes. Ça vient en 3 saveurs, vanille chai, mangue noix de coco et ma préférée, chocolat noisette. C'est disponible dès maintenant sur le nac.com puis si c'est ton premier achat, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 228 de Pas sorti du bois. Je le disais dans le hype avant l'épisode quand je parlais de mon invité de cette semaine. C'est un des invités que j'ai reçu le plus de messages de gens qui me disaient « Hey, quand est-ce que tu reçois David? Quand est-ce que tu reçois David? » C'est là que ça se passe, on s'en parlait. Je pense que ça fait 4 ans qu'on s'écrit de se dire « Ok, à un moment donné, quand ça fitera, on enregistrera un épisode. » On est rendu là, David Yecker. Bienvenue à Pas sorti du bois. Ça fait plaisir d'être là. Écoute... Je pense qu'on a trop essayé de vouloir le faire en personne, mais finalement, on procède à distance. Je pense que ça va être plus facile comme ça, là. Exact. Toi, t'es dans la région de Montréal, c'est ça? Ouais, exact, ouais, à Montréal. On va avoir beaucoup d'affaires à jaser parce que je pense que David le coureur, on pourrait faire 4 heures d'épisode là-dessus. Ça fait plus d'une dizaine d'années que tu roules ta bosse dans le trail. Je voyais te participer à 4 championnats du monde pour Équipe Canada en trail. T'as fait... Écoute, je savais que tu en avais fait beaucoup des grosses courses, mais quand j'ai regardé la liste, c'est comme le bucket list, le top 20 des événements internationaux à essayer dans sa vie. Je pense que tu les as toutes faites. J'exagère à peine. Fait qu'il y a beaucoup de choses là. T'es aussi un spécialiste comme coach. T'es aussi un spécialiste. Ton titre exact, ton titre professionnel, c'est quoi? Ben, en fait, jusqu'à récemment, là, je suis à mon compte, en fait que je suis plus vraiment, je travaille plus pour l'Institut national du sport, OK. mais mon titre, je pense quand même maintenant, c'est plus entraîneur, mais avant, c'était plus physiologiste de l'exercice, mais là, je dirais quand même entraîneur, là. Puis t'as un gros parcours aussi comme auteur, t'as rédigé beaucoup de papiers, puis il y en a un qui m'a fait rire parce que je me rappelais l'avoir lu il y a quelques années ou quand c'était sorti, mais t'as même adressé le swag. On se rappelle, t'avais gagné une racine d'or à la première édition du gala pour le meilleur trail swag. Fait en plus de pouvoir parler de la science derrière le sport, on peut parler de la science du trail swag. Vous comprenez tout le monde, attelez-vous, là, on en a pour un long épisode, on a beaucoup d'affaires à jaser. Le swag particulièrement, je pense que ça va intéresser les gens. Je blague bien sûr, on verra où on s'en va. On commence par s'ouvrir une bière, s'ouvrir un drink, puis après ça, on part à la discussion. Qu'est-ce que tu bois de ton côté? Moi, j'ai un bon kombucha de Fou de Lille, curcuma gingembre, donc un bon petit drink sans alcool pour moi. C'est excellent. Moi, de mon côté, je vais avec alcool. Écoute, j'ai un partenaire depuis plus de 2 ans qui s'appelle Noctem, une microbrasserie de Québec. Puis là, c'est jeudi soir, je me suis dit, let's go, on sauve une petite bière. Fait que, David, merci d'être là. Cheers! On entend même la canette en ASMR. C'est quoi la mode, la ASMR? Les gens, ils font comme parler dans le micro tranquillement, puis ils font des sons. Ouais, j'ai vu des reviews de shoes parce qu'ils mettent le soulier puis ils font juste le bruit du matériel Oui. dans le micro, là. Ouais. Écoute, il y en a pour tout le monde. Quand t'es rendu que t'as des ASMR de shoes de trail, tu sais que, bon, ça c'est quelqu'un qui est très geek. Commençons, David. Cheers. Commençons par cheers. Voilà, c'est coulé dans le verre. Quasiment la même couleur, ce qu'on a les deux. Je le disais, gros parcours. J'ai le goût qu'on recommence quand même à la genèse, au début. Parle-moi de ton parcours sportif. Comment la course est entrée dans ta vie? Ça vient de où, cette passion-là? Ben dans le fond, moi j'ai d'abord fait plutôt du vélo quand j'étais. En fait, j'ai joué au football, le football américain quand j'étais au cégep. Puis après ça, ben depuis quand même que j'ai peut-être 10 ans, là, je faisais un peu du vélo sur route là, l'été, juste pour le fun plus qu'autre chose. Puis en 2011, dans le fond, je faisais un stage à l'étranger. Puis là, je savais que j'aurais pas mon vélo. Fait que je me suis dit, ah, ben, je vais me mettre à la course à pied pour quand même garder un peu de forme. Tu sais, en même temps que je dis ça, puis tu sais, je compétitionnais pas en vélo, là, mais c'était juste pour tu sais, continuer à bouger. Puis je m'étais inscrit à un marathon. Dans le fond, là où je faisais mon stage en agriculture à l'époque, ben, il y avait un marathon, tu sais, vraiment local en Suède. Puis je me suis dit, ben, moi, je fais ça cet été. Je m'entraîne pour un marathon pendant que je fais un stage sur une ferme en Suède. Fait que c'était ça
le début, puis j'ai couru 3h30, je pense, un truc comme ça. Fait que, Ça commençait fort. Loin de mes chronos actuels, mais ça a Mais commencé quand comme même, ça. pour un premier été où on se dit, tu dis, j'avais jamais vraiment couru Mhm. sérieusement, t'avais un background sportif de vélo, tout ça, mais de se dire en un été, quelques mois, puis bang, 3h30, ça mettait la barre haute pour la suite. Ouais, surtout que j'aurais peut-être pu courir beaucoup mieux si j'avais mieux géré, mais ça, c'est comme beaucoup de premiers marathons, là. Ah ouais, c'est ça, exact. T'as fait de la route comme ça. À quel moment t'as découvert le trail, les sentiers? Ben c'est ça. Après, j'ai peut-être fait 2 ans de route. Après ça, j'ai fait du triathlon pendant 2 saisons. Puis c'est pendant ma deuxième année de triathlon que je me suis un peu tanné de tout l'aspect comme plus, tu sais, matériel, d'avoir, tu sais, un wetsuit, d'avoir un vélo, puis là, de pouvoir t'acheter des roues à 5 000 $ pour aller plus vite. Puis c'est là que j'ai découvert le trail. Puis ma première course, dans le fond, c'était, tu sais, j'avais un Ironman, c'était là, mais pendant l'entraînement pour l'Ironman, je savais que j'en ferais pas d'autres. Fait que c'était vraiment comme je le faisais pour le faire. Puis j'ai commencé à faire de la trail. Puis je m'étais inscrit c'était le marathon du Québec Mega Trail qui existait une seule année, je pense, 42 km au Québec Mega Trail. Puis c'était ma première course en mode un fanboy Anton Kopischka, fait que j'avais mes souliers New Balance, je pense que j'avais même pas mis de bas, en short, en chest, avec une bouteille dans ma main, tu sais, c'était vraiment minimaliste à fond. Puis Même ça à avait ta première permis- expérience de trail, il y avait déjà une démarche trail swag dans le sens où, Exact. c'est quoi les années? C'est 2013-14? Ouais, C'est l'époque 2013 dans le fond, Anton ouais. Krupicka, qui est encore une icône du trail, on s'entend, mais je pense qu'à l'époque, c'était son âge d'or. C'était juste après Unbreakable, c'était tout ça. Fait que, comment ça s'est passé, ce premier marathon de montagne-là au QMT? Ben, justement, j'ai regardé un peu avant de faire l'épisode pour me rappeler de ça. Puis j'ai justement couru 3h32. Fait que c'est environ le même temps que mon premier marathon sur route, mais évidemment en passant par je pense qu'on passe peut-être au sommet, là, je sais plus en fait. Là. Ok. C'était quand même bien été, j'avais fini deuxième, l'Emmanuel Gagnon qui m'avait battu. Emmanuel, je pense, si Anton était une icône à l'international à l'époque, Lee, c'est un icône à l'époque en trail. Je blague, Ouais. je l'agace parce que Lee, on se connaît d'une autre vie bien avant le trail, mais tu regardes les résultats de ces années-là, puis Lee était toujours là. Ouais, avec Jeff Gosselin puis Florent Bougain. Ouais. T'as vécu cette époque-là, c'est drôle parce que entre le trail qu'on connaît aujourd'hui, qui est rendu un sport encore niche, on s'entend, mais il y a des dizaines de milliers de personnes qui le pratiquent. Je voyais qu'en 2024, il y a 31 000 personnes, ou en tout cas, il y a eu 31 000 personnes qui ont traversé une ligne d'arrivée. Là-dessus, si t'en as fait 8, tu comptes pour 8, mais ça demeure que 31 000 personnes ont traversé une ligne d'arrivée en 2024. Cette époque-là, c'était complètement différent. T'as vu cette évolution-là. Est-ce que tu trouves que le trail a bien grandi comme sport au Québec? Je pense que oui, là. Tu sais, à l'époque, c'est sûr, c'est facile d'un point de vue plus compétitif parce que t'avais 4 courses, tu faisais les 4. C'était les mêmes. Tout le monde était là à chaque fois, puis c'était quand même plus facile de choisir ses courses. Maintenant, on a plus de choix, mais il y a quand même des événements, je pense, qui ont super bien grandi, là, puis je pense que c'est quand même le fun pour tout le monde. Fait que je pense qu'on va dans la bonne direction quand même, là. Ouais, puis c'est drôle parce que tu sais, à chaque année, il y a des nouveaux événements qui voient le jour. Puis on le voit un peu sur les médias sociaux, mais on entend dans les clubs de course. Hey, on est rendu avec beaucoup de courses. J'ai hâte de voir si ça va marcher. Puis tous les nouveaux événements ont un gros taux de dossards vendus. Tu regardes des nouvelles affaires qui viennent d'arriver, puis ils ont déjà des distances sold out. Fait qu'il y a clairement un appétit pour ça. Puis des fois, j'ai déjà entendu la discussion, y a-tu trop d'événements trail au Québec? Ben, s'il y a du monde pour y aller, y en a-tu trop? Non. C'est l'offre et la demande, c'est la base, mais c'est beau de voir qu'en ce moment, tu peux quasiment racer toutes les fins de semaine, là. Des fois, il y a trop de distance par événement, peut-être, là. Mais ça, c'est. Des fois, c'est. En tout cas, il y a des parcours aussi que des fois, c'est dommage. Je pense que QMT avait un beau 10 km avant où on allait vraiment, tu sais, au sommet avec une descente technique. Tu sais, des parcours peut-être un peu plus courts, mais difficiles. Puis on dirait que ça, c'est un peu. Peut-être par souci de laisser ça accessible à tout le monde, ben les parcours courts sont souvent plus faciles que les parcours longs. Mais en même temps, c'est dommage un peu, là, peut-être à rapport, évidemment, là, le défi des couleurs, là, qui est le championnat canadien, mais il y aurait de la place, selon moi, à plus de courses de trail plus courtes, mais vraiment, t'es très vertical, là, tu sais. Ouais. Mais ça, Ben, peut-être que le défi des couleurs, ce que Julien et l'équipe ont mis en place pour les championnats canadiens, peut-être que ça va faire des petits aussi, parce que, comme tu le dis, mon feeling, moi, d'observateur, c'est qu'il y a longtemps eu une fascination de la longue distance, puis on voyait beaucoup les gens pousser vers c'est quoi la prochaine affaire, puis c'était comme naturel quasiment de penser le trail en fonction de j'ai fait un 65, maintenant faut que je fasse un 80. Puis je pense que les premiers
icônes de trail au Québec, les premières personnes qui ont été influentes, que ce soit des Johan Rock, des Patrice Godin, des Anne Bouchard, Hélène Dumais, c'est des gens qui faisaient du très long. On dirait qu'il y a comme eu cette fascination-là de la longue distance, mais en ce moment, nos Québécois qui nous font rêver, les gens qu'on côtoie qui poussent à l'international, c'est plus sur des formats sub-ultra, puis j'ai le feeling qu'il y a comme un retour à cette fascination-là de, OK, la longue distance, c'est impressionnant. Moi, pour avoir fait du 100 km, du 100 000 en masse, ça m'impressionne bien plus quelqu'un qui a monté le Mont-Saint-Anne sur le vertical en 32 minutes pendant le défi des couleurs que quelqu'un qui a fait un 100 miles. En fait, c'est juste deux sports différents. Toi, tu as pratiqué un peu les deux. C'est quoi ta lecture de la place du court versus le long, puis le focus médiatique des fois sur le très impressionnant du très long, là? Ouais, mais tu sais, je pense que c'est surtout que le focus médiatique, c'est que je pense que les médias peut-être un peu moins, justement, qui sont moins de niche, qui sont plus généralistes, ben c'est sûr que ça parle un peu plus quand t'as pas une idée c'est combien de temps t'es monté de Mont-Saint-Anne. Si tu sais pas que 32 minutes c'est vite, ben ça t'impressionne moins que de dire que t'as couru 100 miles. Fait que je pense que ça vient un peu de ça. Puis après, c'est culturel aussi. Tu sais, je pense que en France, c'est aussi beaucoup la longue distance qui est populaire. Puis je pense qu'au Québec, on a quand même un peu, à cause de la langue, cette influence-là de la France. Mais il y a d'autres pays en Europe, tu sais, en Italie, je pense que sont extrêmement meilleurs sur beaucoup des trucs plus courts parce que c'est aussi peut-être plus valorisé là-bas. Mais tu sais, je pense qu'au final, l'important, c'est de trouver les courses qu'on a envie de faire puis qui nous motivent. Quand j'ai regardé tes premières années, il y a un peu des deux. Il y a des Sierzinal, des Limon Extrême, des courses qui sont très rapides, qui étaient à l'époque sur la Skyrunner World Series. Puis à travers ça, il y a du long. Il y a la toute première édition du 125 Arikana que tu as remporté. Il y a même eu des 100 000. Comment tu t'es positionné, toi, dans ces distances-là? L'attrait était vers où? Puis de quelle façon tu t'es développé? Ouais, ben tu sais, moi, je pense que je préfère quand même les courses, tu sais, le plus vertical. En fait, moi, j'aime ça marcher en montée avec des bâtons. Fait que j'aime mieux les ultras juste pour ça, parce que sur du court, t'as pas nécessairement besoin d'avoir des bâtons, là. Fait que je pense que j'aime ça, le mode un peu plus, tu sais, y aller un peu plus. Juste la mécanique de marcher avec des bâtons en montée, je pense. Le geste, c'est comme plus quelque chose qui m'attire. Puis de plus en plus, peut-être que dans les prochaines années, ça va être plus du long que je vais faire. Euh, mais l'an dernier, en fait, j'étais censé faire des courses de la Skyrunner World Series, mais je me suis blessé, fait que finalement, ça arrivera pas. Puis tu sais, mais c'est quand même, tu sais, j'ai un attrait, en fait, pour le technique aussi, même si je suis pas très bon dans le technique. Puis ça, des fois, qui est un peu, peut-être absurde dans mon cas, c'est que je pense que les meilleurs parcours, pour moi, c'est des parcours qui sont peut-être relativement roulants avec quand même un bon dénivelé. Mais c'est pas nécessairement les courses que j'aime le plus faire, tu sais. Mais comme un Bromont, pour moi, tu sais, Bromont 55, c'est comme un parcours parfait. J'avais une bonne course aussi en Californie une année. Puis tu sais, c'est des single tracks qui sont, il y a pas une racine, il y a pas de racine, pas de roche, c'est ultra rapide. Puis moi, c'est le genre de parcours qui me vont bien, je pense. Mais j'aime mieux la technique, puis j'aime mieux, je pense, le gros dénivelé puis les longues distances parce que juste l'effort est plus peut-être presque plus facile en fait là, c'est plus de la gestion de course. Puis après ça, moi je pense que dans mon cas, surtout avec tu sais, l'expérience que j'ai maintenant, j'ai l'impression que si j'ai un gain maintenant sur les autres, c'est beaucoup plus au niveau de tu sais, ma nutrition, d'autres choses comme ça là. Ouais. En fait, depuis longtemps, on le disait, la nutrition, c'est en constante évolution. Récemment, il y a eu aux États-Unis, ils parlent de la révolution des carbs parce que le nombre de grammes par heure a explosé. Ce qu'on pensait être une norme à l'époque est maintenant rendu beaucoup trop bas quand on compare à ce que le monde consomme. Toi, je suppose que tu le suis, cette science-là aussi, de par ton parcours, mais de par aussi tes intérêts, mais t'as fait des tests, t'as fait de l'essai-erreur, je suppose. Parle-moi de ta gestion de la nutrition. Si on prend un gros pas de recul, puis on regarde les 10 dernières années, en ce que t'as bien fait, moins bien fait, puis ce que t'as appris là-dedans. Ouais, ben ce qui est drôle, c'est que je pense que le premier ultra que j'ai fait, je devais consommer probablement 80 grammes à l'heure à la fin de la course. Fait que je pense que j'étais déjà, surtout pour l'époque, là, tu sais, on est quand même en genre 2014 peut-être à ce moment-là, je pense que j'étais déjà dans ceux qui en prenaient plus. Euh, Puis après, ben, tu sais, je pense que j'ai essayé je pense qu'un peu les erreurs que moi j'ai fait, c'est de trop me fier au ravitaillement, tu sais, de se dire, ben, oui, je vais consommer beaucoup, mais je vais y aller au ravito. Fait que là, c'est plus approximatif, puis c'est moins, tu sais, moins bien géré un peu. Mais je dirais qu'avec les années, j'ai toujours été peut-être dans le haut de la fourchette de ce qui est, disons, recommandé ou ce que les gens font. Donc, oui, au début, assez tôt, peut-être 80, 90, déjà il y a 10 ans, peut-être. Puis maintenant, ben là, je suis dans le 100, 120 assez facilement. Puis tu sais, j'ai déjà testé à l'entraînement plus que ça. Puis selon tu sais, je serais pas, je pense que ce serait possible cette année, en tout cas sur les courses, d'essayer d'aller plus que 120 grammes à l'heure pour moi. Fait que c'est un peu ça mon vibe, là.
C'est drôle parce qu'il y a un gros changement par rapport à ça aussi. Quand on parlait de l'époque Anton puis le minimalisme, puis je l'appelle l'époque un peu dirtbag, là, tu sais, que les grosses stars aux États-Unis, c'était des gars qui vivaient dans leur pick-up, qui couraient super minimaliste, puis tu sais, ce qu'on voyait, c'était ces gars-là qui partent avec une petite gourde pognée dans le boxeur, pognée dans l'élastique de la short avec 2 gels pour une journée complète sur les trails. Puis 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, on entend un David Roach parler sur des podcasts que, au contraire, à l'entraînement, faut que tu ailles justement entraîner ton estomac à avoir des quantités d'eau et de liquide et de nutriments qui sont énormes. Tu sais, Tara Dower a raconté récemment que elle était exactement ce genre-là. Elle partait pour une sortie de 20 miles d'entraînement, elle partait avec un gel. Puis, demande-toi pourquoi après dans ta course, quand tu essaies de manger 80 grammes de glucides, tu le vomis. Là, elle s'est entraînée à boire des litres et des litres pendant son entraînement pour courir avec un estomac rempli. Puis justement, elle a réussi à bien performer puis à mieux intégrer la nutrition. Fait que il y a comme un changement complètement 180 sur l'approche de l'entraînement aussi. Où tu sais, je veux dire, oui, il faut être capable de s'entraîner ou il faut être capable de courir dans des événements en carence de certaines affaires. Fait qu'il faut être capable peut-être de, sans le tester les carences, mais de se dire, il y a des moments où la nutrition rentrera pas, il faudra que je continue malgré tout à avancer. Mais c'est pas le temps de tester ça chaque jour à l'entraînement, d'y aller au minimum, au contraire. Hein. Ouais, puis tu sais, je pense que la capacité à brûler du gras est quand même là naturellement aussi. Tu sais, je pense que même les régimes, le keto, toutes ces affaires-là, au final, ça prend 5 jours avant que ça marche parce que ça prend 5 jours avant que tu vides tes réserves de carbs, puis que t'aies plus le choix de brûler du gras. Tu sais, mais au final, même dans une course d'ultra, tu sais, oui, ça se peut que si t'es pas habitué de le faire, ça va être plus rough, mais que tu bunkes, si tu bunkes, mais dans le fond, je pense que t'es toujours mieux d'optimiser ta nutrition en entraînement pour être capable de faire ton ultra sans avoir de... Parce que c'est quand même possible de faire un ultra long puis que ça rentre du début à la fin, là, tu sais. Puis je pense que des fois, le problème, c'est au premier symptôme de nausée, de se dire, ah, ben, je vais arrêter de manger, mais la réalité, souvent, que c'est le premier signe qu'il faut que tu manges un peu plus parce que ton système digestif est en train d'arrêter de fonctionner convenablement. Puis c'est la meilleure façon de le garder actif, c'est d'envoyer du sucre et de l'énergie dedans. Fait que, tu sais, je pense que des fois, c'est un peu l'erreur que les gens vont faire, c'est de peut-être croire aussitôt qu'il y a des petits problèmes digestifs que c'est parce qu'ils mangent trop, alors que souvent, ben, c'est l'inverse puis qu'il faut consommer un peu plus. Ouais, c'est clair. Dans la quantité de courses que tu as faites, souvent, moi, la première question que je pose, ou une des premières, c'est raconte-moi ta course de rêve, une expérience unique. J'ai l'impression qu'avec le pedigree que t'as, on pourrait passer longtemps sur cette question-là. On y reviendra peut-être sur des belles expériences, mais j'ai le goût de te poser la question inverse. C'est quoi l'événement ou la course que tu te rappelles qui a été peut-être un désastre, mais probablement de laquelle que t'as le plus appris? Ah, bonne question. Ce serait le fun que ce soit un de mes abandons à la Trans-Grande Canaria, parce que j'en ai quand même abandonné quelques fois celle-là, là, mais je pense que la course, tu sais, tu poses la question, je pense que c'est quand même la CCC. Je pense que c'était en 2015, où là, j'avais, je pense, eu peut-être les plus gros hauts et bas dans la même course, là, finalement, tu sais, d'avoir vraiment, tu sais, un gros down, mais d'être capable de revenir de ça. Puis c'était la première fois dans un ultra. C'est quand même assez au début de on va dire, ma carrière d'athlète de longue distance. Puis je pense que la CCC, c'est là que j'ai vraiment pu réaliser qu'on pouvait être vraiment, tu sais, arrêté au plus bas possible, puis revenir quand même avec des bonnes jambes sur une fin de course. Fait que, tu sais, je pense que là, j'ai un peu appris que, OK, ben, on peut avoir on va dire, un second souffle dans une course. Fait que je pense que la CCC, c'est un souvenir quand même. J'avais pas fait un très bon temps, là, mais je pense que c'était justement quelques semaines avant l'Aricana que j'avais gagné, là. Fait que c'est un peu comme la course où t'apprends, puis quelques semaines après, ben, tu montres que finalement t'étais en shape puis t'as juste mal géré ta race. Ben, en fait, quand tu t'es mis à parler de la CCC, je me dis parfait, je vais aller sur cette question-là. Ce turnaround-là est quand même assez impressionnant de faire la CCC qui est toujours fin août. Aricana, à l'époque, t'es une semaine plus tard qu'aujourd'hui. Ouais. Moi, je me rappelle avoir fait l'UTHC 42 2 semaines après la CCC, puis j'ai pas eu de fun. On s'entend? Pas du tout. L'événement était le fun. Mes sensations dans la course l'étaient pas. Ce turnaround-là est vraiment très impressionnant. Comment, ça peut être la vision du coach, puis avec les apprentissages que tu as fait depuis 10 ans, depuis cette fois-là, mais quand on voit ça à l'horaire, 2 événements qui sont proches, qu'est-ce qu'on fait le jour qu'on termine la première course pour récupérer jusqu'à la prochaine? C'est quoi tes trucs de récupération? Manger puis dormir, c'est la base.
À la base, quand même, c'est ça. Là. Puis, tu sais, je pense que dans ce cas-là, en 2015, je faisais tellement de volume surtout de compétition, puis des longues sorties. Puis, à un moment donné, je pense que ça aussi, tu sais, le volume d'entraînement va aussi vraiment dicter la récupération, puis la vitesse à laquelle on récupère. Donc, quelqu'un qui fait beaucoup de volume va récupérer quand même mieux d'une course. Puis, je pense qu'on peut toujours facilement coller coller, on s'entend, là, au moins 2 ou 3 semaines entre deux courses. Mais l'important, c'est de pas abuser puis d'en mettre une troisième. Là. Tu sais, je pense que dans ce cas-là, j'avais vraiment un peu même que j'avais voulu, je pense, être en forme pour la première, la CCC, puis prendre l'Arikana comme on verra ce qui se passe. Finalement, ça a plus été, je l'ai peut-être un peu surentraîné, puis pas assez frais pour la CCC. Puis après ça, 2 semaines plus tard, puis j'avais sûrement quand même été assez modeste là, en termes d'entraînement entre les deux. Puis l'avantage que j'avais, c'est que j'habitais en Suisse à l'époque, fait que quand je suis arrivé faire l'Arikana, j'avais le décalage horaire en ma faveur, tu sais. Ouais. À l'époque, on partait, je pense, c'était, si je me trompe pas, à 2 heures du matin, Ouais. donc c'est comme si c'était 8 heures du matin pour les Européens. Fait que c'est un peu comme, moi, j'ai mis le départ actuel parce que là, ça avantage plus nécessairement les coureurs qui arrivent d'ailleurs. Mais pour moi, cette année-là, ça va bien fonctionner. C'était l'époque où le 125 faisait plus un 117 km, puis je pense que ça commençait avec plusieurs kilomètres sur le plat. Donc, toi qui disais que quand c'était pas technique, c'était un bon avantage, ça a parti à ton avantage. Arikana demeure, bon, c'est pas le plus technique, mais je vais quand même être un défendeur depuis toujours que oui, c'est technique quand même, Arikana. Okay. T'as gagné la première édition du 125, puis tu y es revenu à plusieurs reprises. Je nous amène tranquillement vers le sujet de la gestion de l'effort, qui est un truc qu'on voulait jaser, puis tu disais que tu as beaucoup appris. Puis j'ai envie d'amorcer ce sujet-là parce que moi, j'ai suivi Arikana comme fan du sport dans les années qui ont suivi. Je l'ai analysé à l'UTHC TV et tu étais toujours dans ceux qui partaient comme une balle vraiment très fort dans les années qui ont suivi cette première victoire-là. C'était quoi ta stratégie quand tu arrivais à Arikana, sachant comment le remporter, tu l'avais déjà fait, sachant un peu le parcours et comment, de partir aussi fort, puis je me rappelle une année, je pense que c'est Marc-André Paillé qui t'avait posé la question, ou Nicolas Fréret, c'est quoi ton objectif aujourd'hui, puis t'avais dit avoir le com sur la montée des Morios. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a comme deux mentalités, puis ça a beaucoup changé, je pense, dans mon cas, mais je pense que la première fois quand je l'avais gagné, c'est aussi une question que je savais que j'étais moins bon dans le technique. Fait que je voulais comme courir à mon avantage puis aller vite sur le plat. Fait que j'avais comme vraiment attaqué au kilomètre 5, puis je pense que j'avais couru le premier demi-marathon en 1h24, là. Tu sais, c'est un peu ridicule, mais en même temps, ça avait quand même bien fonctionné. Mais je pense quand même que c'était beaucoup de la chance à l'époque, là. C'était un peu, j'allais au feeling. C'était 100% au feeling. Je pense que j'avais souvent même pas de fréquence cardiaque. C'est à l'époque où les montres avaient pas toute la fréquence cardiaque au poignet. Puis de toute façon, la fréquence cardiaque au poignet, c'est pas très précis, là. Fait que dans le fond, j'avais pas nécessairement ce input-là dans ma gestion d'effort. Fait que c'était beaucoup au feeling. Ce qui fonctionne quand même bien quand t'es vraiment en forme, mais des fois, quand t'es pas en forme, tu peux quand même payer. Puis je pense que c'est un peu de la chance après. Je pense qu'une course sur deux, ça allait peut-être bien, puis une course sur deux, ça allait moins bien. Puis je pense que c'est une question peut-être d'y aller justement, de se fier à ses sensations. Mais à mon avis, c'est pas la meilleure façon de faire sur des ultras. Puis je pense qu'à un certain point, j'avais développé peut-être la réputation de partir vite. Fait qu'à un certain point, on dirait que t'as comme un peu cette pression-là de dire, ok, on s'attend à ce que je parte vite, puis ça me faisait plaisir de partir vite. Puis je pense que c'est la mentalité aussi de se dire, si j'ai une bonne journée, ça va bien aller. Je veux pas comme perdre du temps à partir lentement. Mais avec le recul, je me rends compte que ça prend beaucoup plus de confiance en fait de partir lentement, puis de laisser aller, puis se dire je vais les rattraper que de partir avec le pack, puis se dire c'est moi le plus fort aujourd'hui, puis c'est moi qui va gagner. Là. Fait que je pense que avec le temps, c'était la sagesse aussi. Là, je suis quand même ça fait une couple d'années, là, mais je pense que de plus en plus, c'est de me fier beaucoup plus à la fréquence cardiaque dans mon cas, en fait, maintenant, là, c'est vraiment de me fier à des cibles de fréquence cardiaque qui sont, disons, prédéterminées avant la course, puis de me fier à ça, puis de me dire que les gars en avant de moi, soit qui sont plus forts que moi ou qui partent trop vite, ou les deux. Mais dans tous les cas, la seule façon que je peux les battre, en fait, c'est de faire ma course à moi, puis de les rattraper plus tard. Là. C'est pas du vélo, il n'y a pas de drafting entre elles. Là, fait qu'il y a pas d'avantage à être dans un pack. Peut-être psychologiquement, mais en même temps, je pense que si tu fais ta course à toi, c'est quand même toujours plus bénéfique. C'est clair. Tu parles de ce changement-là dans ton approche de partir vite, puis peut-être maintenant plus te fier à ta course, puis à ton plan de match, puis après ça, avoir confiance en ça. T'as-tu senti une première fois dans un événement, dans une course, où t'as adopté cette technique-là, appelons-la la technique plus sage? Ça a dû être dur quand même, après des années à compétitionner, à partir fort, à être dans les lead packs, à partir une course, puis de
de pas se fier à ce qui se passe autour, mais se fier seulement à tes fréquences cardiaques. Ça a-tu été difficile? Ben, pas tant que ça, parce que je pense que les premières fois que je l'ai fait, c'est sur des courses peut-être un peu moins relevées. Fait que je pouvais quand même être en avant avec cette stratégie-là, tu sais. Je pense que la première fois, un peu, c'était peut-être un 55 à Bromont, où j'avais un peu demandé aux gars dans le pack en avant, comment vous gérez votre effort, tu sais. J'étais comme un vox pop pendant la course quasiment, là. OK, les gars, comment vous gérez votre effort, tu sais. Puis finalement, il n'y a pas personne qui avait une réponse que je trouvais satisfaisante, puis je me suis dit, OK, ben, tout le monde fait n'importe quoi, finalement, tu sais. Tout le monde suit le pack, puis le pack suit le pack, puis au final, tu sais, qui lead le pack, ben, tu sais, ça a comme plus vraiment tu sais, ça a plus trop de sens. Puis cette course-là, j'avais quand même finalement fini par laisser aller, puis j'avais quand même gagné la course. Puis l'année d'après, tu sais, j'ai commencé vraiment à me dire, ben tu sais, moi, je vais essayer d'avoir une approche un peu plus physiologique, puis me dire, ben sur une course de 5 heures, logiquement, d'aller courir plus qu'en zone 3 de fréquence cardiaque, ça fait aucun sens, même au début quand tu te sens bien, tu sais. Fait que c'est un peu plus d'avoir des cibles un peu comme ça. Puis je pense que une fois, puis aussi des fois que tu respectes pas ça, tu sais, des fois je pense que pour confirmer que le plan est le bon, c'est de pas respecter le plan puis ça rend compte que ben finalement tu bunks puis ça marche pas. Fait que je pense que j'ai quand même ces dernières années appris de quelques erreurs aussi où j'ai décidé que ben fuck la fréquence cardiaque puis je vais essayer d'aller le plus vite possible quand même là, puis ça a pas très bien fonctionné. Là. Mais tu parles de ces deux Bromont 55-là que tu as fait back-à-back en 2021-2022, puis il y a quand même une bonne différence de temps. Je sais pas si ça s'explique aussi par cette stratégie-là ou si les conditions étaient de ton côté. 2021, moi j'étais là, je me rappelle, c'était des conditions parfaites. T'avais fait 5h22 sur le 55. L'année d'après, 4h54. Moi, de mes souvenirs 2021, c'était des conditions parfaites. Fait qu'après ça, si t'as retranché une demi-heure à ce temps-là, c'est pas la météo qui a changé quelque chose. Hein. Ben, je sais que je m'étais perdu un peu la première année, fait que j'avais fait des kilomètres de plus un peu. Là. Fait que ça, c'était un peu... Ça, c'est frustrant parce que ta cote ITRA va pas représenter la performance que tu as faite parce que les kilomètres de plus sont pas là. Mais je pense qu'une peut-être un 15 minutes de différence, c'était quand même une erreur là, de ma part au niveau du balisage que j'avais peut-être mal vu. Puis finalement, la bonne perf, je pense que c'est aussi la forme. Là. Je pense que je l'ai beaucoup mieux préparé pour l'année où j'ai couru 4h55. Puis les parcours sont pas exactement pareils non plus. Là. Mais clairement qu'il y avait cet élément-là. Là, qu'il y avait... Je pense que c'est peut-être une des meilleures performances. En fait, si on regarde la Côte Citra, c'est la meilleure perf que j'ai faite. Puis je pense qu'au feeling aussi, c'est une gestion assez parfaite. Là, c'est pas un ultra très long, fait que c'est peut-être pas super satisfaisant, mais quand même, c'était quand même cool. Là. Ah oui, c'est clair. On le disait tantôt, t'es coach, puis je vais vouloir qu'on embarque sur ce sujet-là un peu plus tard, mais tout ce que tu as fait comme apprentissage avec justement la gestion de l'effort, avec ta dizaine d'années d'expérience de course, est-ce que c'est un peu les mêmes paramètres que tu vas parler avec quelqu'un qui a un peu plus une approche mid-packer, quelqu'un qui est plus un finisher, quelqu'un qui s'entraîne pour peu importe la distance, mais qu'il n'y a pas l'objectif de compétition ou de cote ou de chrono, puis c'est de se rendre au bout. Est-ce que ces mêmes apprentissages-là que tu as fait en avant des packs peuvent s'appliquer à n'importe qui? Ouais, puis c'est ça que j'essaie de faire avec beaucoup d'athlètes aussi, au final, ça reste, si on a des zones, tu sais, puis oui, des zones physiologiques idéalement basées sur un test, puis tout, mais même si t'as pas ça, si t'as juste des références, en fait, là, d'autres compétitions, tu sais, d'avoir au moins un plan qui est basé sur pas seulement ta sensation, là. Je pense que l'erreur entre elles, c'est ça, si on se fie 100% à ses sensations, parce que le pace, même le pace ajusté à la pente est pas toujours super précis. Fait que je pense que ça prend au moins un deuxième input. Fait que je pense que beaucoup même les gens plus plus mid-packer, c'est quand même ça qui la recommandation peut-être une des plus importantes pour les longues courses, ça, c'est la nutrition, puis après ça aussi le pacing, parce que on peut facilement perdre beaucoup de temps. Puis même d'un point de vue expérience, je pense que c'est pas juste une question de perdre du temps, mais une question aussi d'expérience. Je pense que si tu vas avoir une course que tu finis avec le sourire puis que t'as bien aimé ta compétition, ben je pense qu'il faut quand même la gérer de façon un peu plus réaliste. Puis dans certains cas, ça peut même vouloir dire partir plus vite qu'il serait parti au feeling, parce que dans le fond, à un certain point sur des courses plus longues, ça peut valoir la peine d'aller peut-être un peu plus rapidement au début. Puis on sait qu'on va ralentir en fait, mais c'est finalement qu'est-ce qui est trop vite, ben au feeling c'est dur à déterminer, mais je pense qu'avec des références plus de fréquence cardiaque, qui est finalement quand même peut-être le meilleur intégrateur de stress sur le corps, ben je pense une meilleure façon de faire. Ah oui, c'est clair. Je vais te poser une question, peut-être que ça va avoir l'air niaiseux, mais je pense que je vais être le niaiseux de service parce que ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps le savent, j'ai pas de montre, j'ai aucune idée de mes fréquences cardiaques, j'ai pas Strava, j'ai pas ces données-là. Je suis coaché par quelqu'un, il me suit avec certaines données, mais je vois beaucoup de monde faire des tests de lactate, aller faire ça. Puis je n'avais parlé un peu avec Rémi Leroux à son passage au podcast, avec Alex Ricard aussi, mais je serais curieux d'avoir ton avis puis que tu nous fasses un espèce de portrait 101. À quoi ça sert de faire ce test-là? Est-ce que c'est que pour les élites, pour les gens qui veulent performer, ou pour moi qui se prépare pour
quelconque événement cette année, il y a une valeur ajoutée à faire ça. Puis c'est pas une passe à la POC pour que tu nous l'expliques puis tu nous fasses de la promo. C'est vraiment une question niaiseuse que je me pose quand je vois des athlètes faire ce test-là, puis je me dis, ça vaudrait-tu la peine que je le fasse? Ben, tu sais, je dirais presque que c'est plus intéressant pour quelqu'un de débutant parce qu'en fait, c'est plus dur quelqu'un de débutant de dire, ben, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qui est facile, tu sais. Quand tu commences à courir, c'est dur, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est une allure qui est assez lente, c'est quoi ta zone 2 puis tout ça. Fait que je pense que c'est quasiment plus pratique pour quelqu'un qui a moins de références. Puis je pense que c'est plus pratique pour les gens qui font du trail que de la route parce que sur la route, je pense que c'est quand même plus facile d'estimer un peu des allures basées sur des temps de compétition, sur des trucs comme ça, mais en trail, c'est peut-être plus compliqué. Fait que je pense que c'est quand même bénéfique pour les gens de tous les niveaux. Puis tu sais, le principal élément, c'est vraiment d'avoir un peu ces zones d'entraînement pour savoir un peu, ben, quand on fait de l'endurance, ben, c'est où est-ce qu'on doit être. Si on fait des intervalles, c'est où est-ce qu'on doit être. Puis après ça, l'autre niveau, je pense, c'est de s'en servir plus pour mesurer la progression, mesurer, tu sais, les changements qu'on peut voir au niveau physiologique avec l'entraînement, puis aussi avoir un peu des références pour des compétitions, je pense, d'ultra pour avoir des balises un peu de qu'est-ce qui est réaliste puis qu'est-ce qui est comme trop vite, là, tu sais. Ouais. Puis comment ça se passe un test de lactate? Qu'est-ce qu'on va chercher? Je sais que on voit des gens qui on va chercher du sang sur le bout du doigt. Comment ça se passe? Mettons, je me pointe dans ton bureau puis je fais un test. Ouais, ben dans le fond, c'est des paliers de 3 minutes. La vitesse, elle augmente de généralement 1,2 ou 1 km/h toutes les 3 minutes. Dans mon cas, c'est 1,2, puis il y en a qui font un peu différemment. Puis on prend une mesure de lactate à la fin de chacun des paliers. On mesure la fréquence cardiaque aussi tout le long. Puis après ça, ben, on peut avec ça avoir des zones. Tu te rends vraiment à ton max. Fait que c'est vraiment un test max. Si tu fais quelques secondes dans un palier, ça compte. Fait que tu te rends vraiment au bout de ce que tu es capable. Puis après ça, avec ça, ben, on peut avoir un peu les points auxquels ton lactate va commencer à augmenter. Ben, c'est ton premier seuil. Puis disons le point où ça commence à augmenter de façon vraiment plus rapide, ben, c'est ton deuxième seuil. Puis avec ça, on peut avoir des zones d'entraînement, puis avoir des références là, pour ce qui est possible à l'entraînement, mais aussi en compétition. Puis, de manière générale, quand, que ce soit pour compétitionner ou pas, mais c'est quoi les zones qu'on va viser sur de la longue distance? Parce que je connais bien mes zones au feeling, ça fait 16 ans que je cours, fait que je sais c'est quoi mon type d'effort, puis je l'ai fait mesurer avec justement la fréquence cardiaque, mais pour un 10 km, pour un demi-marathon, je peux comprendre que tu te colles sur ton pace dans lequel tu es dans ta zone, puis tu essaies de tenir ça du début à la fin, mais quand on parle d'un 100 km montagneux, qu'est-ce qu'on peut viser comme type d'effort pour être capable de toffer 15 heures de temps? Ben, c'est là que, tu sais, ça devient un peu aussi une question d'expérience, mais tu sais, je te dirais sur une course de, on va dire 20 heures et plus, ou même 15 heures et plus, de commencer vraiment à se dire, ben, mon premier seuil, donc la limite supérieure de ma zone 2 devient un peu l'allure, l'intensité de référence pour le début de la course. Puis c'est quand même, tu sais, je pense que ce qu'on voit, même David Roach l'a dit, je pense sur son Leadville, était un peu en zone 3 en montée, mais tu sais, c'était quand même pas une course super longue pour lui, là. Mais généralement, sur des courses plus longues que 15 heures, je pense qu'on peut dire que la zone 2, ça devient un peu la limite. Puis sur des courses plus courtes, et moi je sais que sur une course de 5 heures, je peux me permettre d'être en zone 3 pratiquement tout le long de la course. Donc peut-être proche de mon deuxième seuil en montée, puis proche de mon premier seuil en descente, mais quand même au-dessus. Puis au final, ça fait que sur une course de 5 heures, je peux être un bon 4 heures en zone 3. Puis après ça, une fois qu'un athlète a un peu ces balises-là pour lui, ben, c'est de voir aussi qu'est-ce que tu as fait sur des courses avant. Mais le piège un peu, des fois, c'est de se dire, ben, tu sais, quand ça a mal été, ça se peut que ta fréquence cardiaque est beaucoup trop haute, surtout au début de la course, puis beaucoup trop basse sur la fin. Fait que c'est comme la moyenne n'est pas très représentative. Puis quand ça va bien, je dirais que c'est un peu plus comme constant comme effort, même si en fin de course, des fois, juste parce qu'on a moins d'énergie, ça se peut qu'on la va plutôt descendre que monter finalement. Ouais. Quand on parle de des courses verticales, je me rappelle que Rémi racontait que justement ils vont suivre sur des courses qui sont des efforts de trentaine de minutes, 40 minutes. Les athlètes vont suivre justement leur fréquence pour ça. Ils vont arrêter d'y penser au feeling, puis ils vont juste se coller sur le BPM qui est le maximum qu'ils savent qu'ils peuvent toffer de la montée au complet puis de souffrir, mais ils passeront jamais le point de bascule où justement tout lâche. C'est quoi ce seuil-là? C'est quoi ce point-là où on peut flirter? C'est comme le deuxième seuil, mais après, tu sais, je pense sur un effort, on dit souvent qu'on peut le maintenir à peu près 1 heure en termes d'allure. Fait que la fréquence cardiaque, je te dirais, sur un demi-marathon sur route, ça devient une bonne fréquence comme à pas dépasser. Puis après, sur des courses peut-être plus courtes comme une verticale, ça peut être bon de regarder ça au début, mais je pense qu'à la fin de la course, de toute façon, tu vas plus vite que tu peux, puis t'as peut-être
plus vraiment trop besoin de ça. Fait que je te dirais, tu sais, vraiment pour le pacing, dans mon cas, je pense que c'est plus sur les courses d'une heure et plus que je trouve ça intéressant vraiment pour vraiment gérer mon allure. Mais après ça, tu sais, si on prend la verticale au défi des couleurs, dans mon cas, ma FC était un peu haute par rapport à ce que j'aurais voulu en début de course. Mais je me disais, ben, ça va peut-être le faire quand même. Puis finalement, ben, j'ai quand même souffert beaucoup puis j'ai vraiment pas remonté là. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde tout le monde a un peu comme on va dire souffert comme moi puis tu sais j'ai pas eu l'impression d'avoir une pire course que les autres autour de moi, mais je pense pas non plus que j'ai remonté puis pourtant en me disant que je suis un gars d'ultra j'aurais peut-être dû remonter, mais non, je pense que c'était pas possible là. C'est pas arrivé. Non. Avant qu'on passe dans la portion plus académique de ton parcours puis de ce que tu fais avec Quantum Endurance, on le sait, il y a un ouragan, en fait, un cyclone qui a frappé l'île de la Réunion récemment. Puis l'île a été pas mal malmenée, les gens aussi sur place. Puis j'avais le goût d'envoyer du positif par rapport à la Réunion dans l'univers. Puis tu faisais partie de la gang en 2019 avec la Clinique du Coureur qui faisait partie des guerriers du Grand Raid. C'était une cinquantaine, je pense, de Québécois, de Français qui se rendaient à l'île de la Réunion. C'est quoi ton meilleur souvenir de ce voyage-là, de cette île-là? Bonne question quand même là. Ben, je pense que c'est quand même la course. Je pense que le début de la course, avec l'ambiance qu'il y avait, le nombre de personnes qui nous encourageaient au départ, les motos qui suivent la course, les journalistes qui posent des questions carrément à partir de la moto, là, c'était quand même assez fou. Tu sais, surtout, je pense que j'étais parti encore une fois un peu fort. Là, c'était ma réputation. Je pense que j'avais dit à Blaise justement que si c'est la journée de ta vie, il faut que tu sois bien placé parce que sinon t'as perdu là, tu sais. Mais je suis parti beaucoup trop vite, puis après ça, je pense qu'il y avait beaucoup de Réunionnais qui partent encore plus vite. Fait qu'au final, t'as l'impression que t'es loin des premiers, mais les premiers finissent par marcher après 5 kilomètres. Fait que tu te ramasses dans le groupe de tête. Puis c'est quand même une belle expérience, même si on s'est perdu, puis on a perdu beaucoup de temps, puis ça a été finalement un abandon pour moi là. Mais je pense que le début de cette course-là était quand même assez mémorable. L'ambiance a l'air complètement folle. Je pense que Chamonix, l'UTMB a beaucoup le spotlight, puis une arrivée à Chamonix, je pense pour les gens sur l'UTMB qui arrivent en après-midi, le samedi, le dimanche, peu importe, il y a une ambiance de fou, mais la Réunion, ceux qui l'ont vécu le racontent, c'est autre chose complètement, c'est à un autre niveau. Ouais. Ouais, mais je pense que en termes d'ambiance, l'UTMB, je l'avais fait aussi une année. Encore une fois, ça, j'avais pas fini. En fait, j'ai pris le départ blessé, là. Ça, c'était pas une bonne idée, là, mais bref. Mais je pense que l'ambiance à l'UTMB, c'était quand même quelque chose. Puis l'autre, c'était le championnat du monde à Annecy. Tu sais, les Français, je pense que c'est des amateurs de trail. Fait qu'il y avait beaucoup d'ambiance sur en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a de l'ambiance, mais pas juste dans les villes, mais qu'il y a de l'ambiance sur les cols, là. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ah, c'est clair. Moi, je me rappelle, je suivais à distance, bien sûr, le Grand Raid cette année-là, puis je me rappelle que tu étais dans le groupe de tête au passage au premier ravito. Il y avait Jordi Gamito, je pense, aussi dans ce pack-là, puis vous étiez perdus, puis c'est dommage, mais je me rappelle, on suivait ça à distance, on était comme « Shit, David, il est en avant! » Ouais. Puis en vrai, je me disais, je pensais que les gars étaient pas loin en arrière, puis c'était juste, je m'attendais pas à être longtemps en avant, c'était juste un cas de, on est parti un peu vite, puis sûrement qu'on va au même pace que tout le monde, puis que dans, 15 kilos, tout le monde va être ensemble, puis il y a pas de, puis j'aurais sûrement pas essayé de tenir à tout prix, là. Mais finalement, ça a été un peu, parce qu'on s'est perdu, finalement, il y a beaucoup de monde qui sont perdus, mais on s'est perdu plus longtemps que tout le monde qui sont les premiers, finalement, t'sais. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Ouais, exact. David, on va se prendre une petite pause pour un message de partenaire, puis on se reparle de l'autre côté de Quantum Endurance. Parfait. Participer à l'Ultra Trail Gaspésia 100 du 13 au 15 juin, c'est mettre le cap à l'est et vivre un week-end unique dans la magnifique région de Percé. Si t'as toujours rêvé d'avoir un immense caillou avec un trou dedans comme arrière-plan de tes photos de course, il y a juste une place où tu peux vivre ça, puis c'est au Gaspésia 100. Blague à part, Jean-François Tappe et sa gang savent comment accueillir la visite et avec 16 épreuves de 1 à 165 km, pas de doute que tu vas trouver chaussure à ton pied. Là, tu te dis que tu trouves ça loin la Gaspésie pour participer à une seule course. Bonne nouvelle, ils ont 4 courses par étape sur 3 jours, question de vivre une immersion trail totale. En partenariat avec le Club de Trail de Montréal, Événement Gaspésia organise un bus qui fait Montréal, Québec et Percé, une manière écologique puis sympathique de te rendre jusqu'à l'événement. Puis si tu manques encore de bonnes raisons, sache que les détenteurs d'un billet de bus ont un dossard garanti au prix de la première édition du Gaspésia il y a 10 ans, un rabais de 30%. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le gaspésia.org puis on se voit à Percé en juin. On est de retour, David. On a parlé de ton parcours sportif, ton développement dans l'ultra. J'ai le goût qu'on parle de ton parcours académique. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce qui t'a mené à devenir un coach?
Ouais, ben dans le fond, moi, si on remonte plus loin, j'ai fait un bac en agronomie d'abord, puis après ça, j'ai décidé de faire de la kin. Au début, je pensais vraiment faire le bac en kin au complet, puis après un an en kin, ben, il y a un des profs qui m'a dit un peu, ben là, t'es quand même plutôt intelligent, t'as déjà un bac, peut-être bien que tu pourrais faire déjà la maîtrise avec ça, tu sais. Fait que finalement, j'ai pu être admis à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke en sciences d'électricité physique. Fait que finalement, avec un bac plus un an en kin. Puis après quelques semaines ou quelques mois là-dedans, là, j'ai commencé à faire du trail, puis j'ai fait fuck le Québec. Je sais pas si on peut sacrer sur le Tout à podcast de fait. sortie du bois, Tout à mais fait. j'ai décidé d'aller faire mes études en Suisse à l'Université de Lausanne. Donc, puis le fait d'avoir été accepté dans une maîtrise au Québec me permettait de faire une maîtrise là-bas. Ils m'ont donné quelques cours de bac à faire pour comme mise à niveau, mais finalement j'ai pu aller faire ma maîtrise en Suisse puis profiter un peu plus là dans le fond des belles trails là-bas. Puis dans le fond j'ai un passeport canadien, un passeport suisse, fait que c'est quand même facile pour moi d'aller faire ça aussi là. C'est Euh, ça, c'est avant même d'aller faire tes études à Lausanne, t'avais déjà ce passeport suisse-là. ouais, c'est ça, dans le fond, je suis né en Suisse. Donc, mes parents ont déménagé au Canada quand j'avais 3 ans. Fait que, tu sais, j'ai OK. la double citoyenneté. Puis, dans le fond, c'était une maîtrise en sciences du sport et du mouvement avec, tu sais, orientation, entraînement et performance. Fait que, tu sais, c'était vraiment en plein ce que je voulais faire. Puis, c'était plus une maîtrise type cours avec un peu de recherche, mais quand même majoritairement des cours. Fait que c'était quand même parfait parce que j'avais pas un bac complet. Fait que j'étais allé chercher beaucoup de connaissances avec des profs, là, vraiment, tu sais, qui faisaient de la recherche sur le trail. Puis dans le fond, ma thèse de maîtrise, c'était justement sur l'effet de l'altitude et de la fatigue sur la performance lors du tort des géants. Tu sais, fait que c'est OK. comme C'est quand même super très précis sur le tort. ouais, sur le tort des géants. Ouais. Fait que on avait des données sur le tort des géants, puis on pouvait mesurer un peu justement à quel point les athlètes ralentissent, puis montrer qu'après un tiers de la course, ben finalement, que tu sois en basse altitude ou en haute altitude, tu vas à la même vitesse. Il n'y a plus d'effet d'oxygène sur ta performance, c'est rendu une question plus de fatigue musculaire. Puis Puis de indépendamment de si les gens se sont ouais. acclimatés ou pas. Exactement, ouais, il n'y avait pas de. Fait que c'est là aussi que tu peux voir, ben, tu sais, il y a différentes conclusions qu'on peut tirer de ça, mais c'est quand même assez intéressant. Puis après ça, je suis allé faire un doctorat à l'université de Sherbrooke. Mais quelques années après, là, j'ai eu une petite phase de retour à la terre où j'ai vendu ma montre GPS puis je suis allé planter des légumes sur une ferme à Tremblant. Fait que Ah ouais? ouais, j'ai fait une course de trail, pas de montre, rien, juste 100% au feeling où tu demandes aux autres gars, ça fait combien de temps qu'on court, savoir s'il faut que tu prennes un gel ou pas, là, tu sais. Ouais, Moi, c'est mon quotidien, ça, puis j'haïs pas ça. J'haïs ouais. pas non plus Arikana quand c'est la seule course que t'as un marqueur de kilomètres à chaque kilomètre du 125 à 0. Je trouve ça Mais sinon, horrible. je suis le genre de gars aussi qui, des fois, quand je me pose la question, je vais comme faire, on est rendu à combien de kilomètres, là? Les ravitaux dans Ouais. combien de temps? Ça, c'est Mais, dur avec Anna. Quand ton mindset, c'est d'être dans le moment puis de pas penser à ça puis que tu as ouais. une pancarte à chaque kilo, c'est quand même tough, là. Puis il y a Mais toujours le c'est ça, moment où tu t'avances, puis ça va plus lentement, puis là, tu te dis, hey, mettons, tu cherches le 61, hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu le 61. D'après moi, je l'ai skippé, puis je vais passer de 62 à 60, et là, ouais, ce qui te donne l'impression d'être une éternité plus tard, tu vois le 61, tu fais, ah, si, ce ouais. kilomètre-là a été vraiment lent. Mais, c'est ça. Mais c'est Ça pour aide ça ceux que qui ont même pas de sur montre. ta montre, t'es mieux de pas avoir tes kilomètres ou Ouais. de regarder plus ta fréquence cardiaque puis that's it, là. Ça, c'est ce que tu recommandes, on met pas les kilomètres sur la montre. Ben, tu les mets mais pas sur l'écran principal, tu sais. Fait que tu OK. peux aller les voir si tu veux les voir, mais si tu veux pas les voir, t'es mieux de pas, de pas les avoir en face tout le temps, là. Ouais, c'est clair. Ça doit être intéressant quand même de faire une thèse sur de quoi d'aussi précis puis sur une course comme ça. Est-ce que vous aviez accès à des données ou vous êtes carrément allé chercher les données pendant Ben, c'est ça. l'événement? En fait, on a pris les données de l'année précédente, puis le plan, c'est qu'on allait en collecter, nous, pour l'année suivante. Puis finalement, c'est une année où il y avait un peu de la bisbille avec le TOR, puis une autre organisation. Puis tu sais, finalement, mon directeur de thèse avait dit, ben pas cette année, on le fera pas. Fait que finalement, moi, j'ai pas eu la chance d'aller collecter les données, mais j'ai analysé un peu des trucs qu'on avait de l'année d'avant. OK. Quand même. Fait que, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais qu'une thèse, c'est dur à résumer en quelques Ouais. phrases, mais l'effet de l'attitude, t'en as parlé. L'effet de la fatigue, qu'est-ce que ça fait, l'accumulation de fatigue sur des courses comme ça qui vont durer plusieurs jours? Ouais, ben tu sais, on a mesuré beaucoup, tu sais, la fatigue plus musculaire, mais ce qu'on avait quand même montré, c'est que c'était pas pire après le TOR qu'après l'UTMB, là, finalement, là. OK. T'atteins un niveau, je pense, de fatigue que tu peux pas avancer plus vite que ça, puis au final, tu crées pas non plus de dommages nécessairement. Fait que c'est quand même intéressant. Puis ce qui est intéressant, c'est un peu de débattre aussi de, tu sais, les implications pour la performance. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment partir lentement puis se pacer? Un peu, oui, mais en même temps, comme après
disons, centaines de kilomètres, tu n'as plus vraiment de gain à être plus en forme que les autres parce que tout le monde est rendu presque arrêté. Mais au final, les écarts se créent quand même au début de la course. T'sais. Fait que je pense que c'est un peu un aspect de, ben oui, il faut partir conservateur pour préserver ses muscles, mais en même temps, il faut partir quand même assez vite parce que les écarts vont se créer quand même peut-être plus au début de la course parce que là, les allures sont peut-être un peu plus différentes. Là. C'était quand même intéressant, mais tu sais, je pense que c'est quand même une étude qui était, on n'avait pas nécessairement de contrôle pour l'alimentation. Fait que tu sais, t'es comme, ben oui, les gens ralentissent, mais est-ce que si tout le monde avait une alimentation optimale, on n'aurait pas pu voir des choses un peu moins, tu sais, moins drastiques. Fait que moi, je pense quand même qu'il y avait des biais aussi, peut-être même au niveau, je pense, des tests qu'on fait souvent pour la force entre elles. Souvent, c'est des tests faciles, tu sais, c'est mollets isométriques, c'est les quads en façon isométrique, mais tu sais, c'est pas comme un mouvement, comme un squat qui serait comme plus, tu sais, pluriarticulaire puis qui serait peut-être plus spécifique au mouvement. Fait que moi, je pense que s'il y avait des choses à refaire, ce serait intéressant d'aller chercher peut-être des trucs un peu plus comme spécifiques à la tâche en termes de mesure de force puis ces choses-là. Là. Mais c'est quand même loin. Là. Je pourrais pas te détailler tous les résultats qu'on avait, mais c'était quand même puis des choses qui ont déjà été montrées aussi, là, que tu ralentis plus la nuit que le jour. Fait qu'après ça, il y a moyen de timer un peu ton sommeil par rapport à où est-ce que tu es en fait sur le parcours puis par rapport au col. Là. Mais en tout cas, c'est une belle science quand même. Ah ouais, c'est clair. À quel moment le coaching est embarqué dans tout ça? Ben c'est justement, je pense, pendant que je faisais ma maîtrise. J'avais fait un stage là, puis c'était un collègue là, qui fait du coaching sur Clinic Peaks, puis tu te rends compte, ben Kim, je peux faire ça de n'importe où, puis coacher des gens de n'importe où. Là. Fait que c'était quand même assez nice comme un petit sideline pendant mes études. Fait que j'ai commencé à coacher dans le fond en 2016 pendant que je faisais ma maîtrise, puis dans le fond, j'ai pas vraiment arrêté depuis. Là. J'ai eu peut-être des hauts et des bas en termes de nombre d'athlètes puis de priorité dans ma vie par rapport à ça, mais je pense que depuis 2016, j'ai toujours coaché là, des coureurs de trail, de route, puis quelques triathlètes aussi, des cyclistes. Même. Ah ouais, ok, fait que tu fais du multisport. Ouais. Ok. Puis à quel moment t'as créé Quantum Endurance? Bonne question. Je pense que le premier nom que j'avais donné à mon blog, c'était comme Mouvement perpétuel, je pense. OK. Mais finalement, Quantum Endurance, ce qui est bien, c'est que c'est comme à la fois français et anglais. Fait que ça passe assez bien. Parce que j'ai pas eu de problème avec la loi 101. Là c'est comme c'est mon nom officiel d'entreprise enregistré puis tout là. Mais je sais pas c'est quand. C'est peut-être il y a peut-être 2 ans en fait que c'est vraiment officiel. Dans le fond, c'est comme le nom de mon blog depuis un bout de temps. Puis peut-être que depuis quelques années, c'est officiel. Puis là, depuis en fait. Environ 1 an, là, c'est comme mon activité principale. Je pense qu'avant ça, j'étais quand même, je travaillais pour l'Institut national du sport, donc c'est pour ça que je suis déménagé à Montréal, en fait. Puis là, depuis 1 an, je travaille à mon compte, puis ma conjointe qui travaille un peu avec moi comme entraîneur, puis maintenant aussi Rémi Leroux qui travaille avec moi comme entraîneur. Fait qu'on a une petite équipe qui se développe tranquillement là. Fait qu'un blog qui est devenu ton entreprise, qui est devenue ton occupation principale. Fait que t'es coach, mais t'es aussi entrepreneur dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis tu sais là, c'est le coaching, mais c'est aussi, je pense, les tests là, physiologiques là, qui ont quand même une bonne partie de mon travail. Puis je travaille encore un peu avec l'institut aussi, il y a des contrats avec quelques fédérations sportives, là, mais c'est de moins en moins important. Puis c'est de plus en plus, là, je pense, le coaching puis le testing qui prend de la place. Puis on essaie quand même d'aller peut-être un peu plus. Je pense que je vais ajouter un peu des mesures biomécaniques sur mes tests de lactate pour essayer de donner encore un plus de feedback aux athlètes qui viennent se faire tester. Là. Fait qu'on essaie de travailler sur un service qui est encore plus à la coche. Là. Écoute, c'est le moment infopub, c'était pas prévu, t'es pas un partenaire du podcast, mais je me dis, on est là pour on en jase. Si les gens ils t'entendent, ils disaient, j'ai le goût de travailler avec David, comment ça se passe? Est-ce que t'as de la place comme pour prendre des athlètes, pour faire des tests et tout ça? Ben pour le coaching, non, j'ai pas de place, mais pour les tests, ils peuvent juste booker sur le site quantumendurance.com, puis après ça, les gens qui sont à Québec, eux, ils peuvent aller voir Charles Castonguay ou je pense que c'est le Crew Run Club qui ont des tests là-bas. Puis si je me trompe pas, Antoine Jolicoeur fait des tests dans le coin de Sherbrooke. T'sais. Fait que je pense que maintenant, c'est le fun, il y a quand même peut-être plus d'options qu'avant pour faire des tests aussi. Fait que c'est quand même le fun pour ça. Là. Ah, écoute, tu as lu à travers moi parce que mes questions sous-jacentes tantôt sur le test du lactate, c'était aussi parce que je vois que Charles fait ça. Charles, je le connais bien, c'est un ami, puis je m'en vais essayer le crew bientôt. Puis là, je me suis dit, après 16 ans à s'entraîner au feeling, après 4 ans, oui, je suis coaché, mais pauvre Eric, il y a des données sur moi, sur ce que je peux y partager avec mon application louche sur mon cell pour prendre mes kilométrages puis mon D+, mais j'ai pas ces données-là. Faudrait bien que j'aille tester ces affaires-là. Fait que j'irai voir Charles. Ouais.
Tu le disais tantôt, à la base, Quantum Endurance, c'était un blog. T'as beaucoup écrit, il y a beaucoup d'articles là-dessus. C'est super intéressant parce que ça fait longtemps quand même. Je peux commencer à dire, je pense que ça fait longtemps que je suis dans le trail. C'est pré-pandémie. Je fais partie de cette gang-là qui était là un petit peu avant la pandémie. Puis je me rappelle avoir lu des trucs que tu avais écrits. Puis en me préparant pour l'épisode, j'ai retombé sur ces sujets-là. On parlait tantôt que tu viens de cette époque 2013, 14, 15 où il n'y avait pas de podcast de trail, il n'y avait pas de grands médias, il y avait très peu, mais il y avait beaucoup de blogs. C'était là que ça se passait, les coureurs, les coureuses, c'est là qu'ils allaient partager un peu leur expérience, l'époque pré-Instagram et tout ça. Anton et plusieurs autres avaient des blogs, puis c'était une source inestimable de contenu à suivre, à ne pas suivre, dans le cas d'Anton avec ses semaines d'entraînement à 300 kilos, mais ça a toujours été important pour toi d'écrire sur tes expériences, de partager des connaissances comme ça? Ouais, ben, tu sais, je pense que j'aime mieux écrire aussi, tu sais, si j'avais le goût de faire des vidéos YouTube, je pense que ce serait quelque chose qui serait intéressant aussi, mais c'est vraiment pas mon truc, là, je pense, faire du contenu plus vidéo, mais je pense écrire, j'aime quand même ça. Puis, tu sais, j'aimerais ça en faire plus aussi, là. Je pense que j'ai beaucoup d'articles, j'en ai souvent au moins 3-4 en ce moment en écriture, puis c'est le genre de choses que des fois, ça prend juste une soirée où je me mets dedans, puis ça avance quand même beaucoup, là. Mais on a quand même pas mal de sujets encore qu'on aimerait couvrir. Puis, je pense que j'aime ça, oui, partager, mais aussi maintenant, d'un point de vue même business, c'est un peu quasiment le marketing finalement de la business aussi, là, c'est d'essayer de partager du contenu puis de faire ça. Mais je pense qu'on a quand même déjà des bons articles qu'on peut retrouver là-dessus qui sont quand même des fois même assez loufoques et des fois très sérieux, mais ça dépend. Ben, j'ai goût de t'amener sur ces sujets-là. Je me les ai listés des points que je me dis, jasons-en dans le contexte d'un podcast où tu nous dis les grandes lignes, puis ça incitera les gens à aller voir plus loin s'ils veulent le fin détail, parce que c'est très bien documenté, il y a beaucoup de détails. Je te lance un premier sujet parce que c'est quelque chose que j'ai déjà même cité dans un épisode du podcast, c'est les bâtons. Tu le disais tantôt, tu es un coureur qui aime monter avec des bâtons. Il y a un point où le bâton en montée va être plus efficace que pas de n'avoir. Tu as analysé ça, parle-nous des grandes lignes de ce que tu as appris sur l'utilisation des bâtons en trail. Ouais, ben, ce qui est intéressant, c'est que la science va nous dire que c'est seulement plus économique sur des pentes super, super raides, là, tu sais. Puis c'est comme, quand tu lis ça, tu te dis, OK, ben, ça sert presque à rien au Québec, jamais, tu sais. Mais après ça, quand tu vas plus loin, ben, tu te rends compte que les études, ils testent pas nécessairement les bâtons dans les meilleures méthodes d'utiliser le bâton. Tu sais, souvent, moi, je trouve la meilleure façon de le faire, c'est vraiment de donner comme 2 coups de bâton pour 4 pas, mais pas de manière simultanée. Ouais. Je pense que c'est John Aldon qui dit, il appelle ça le gallop en anglais, ouais. C'est le galop, fait qu'on pourrait dire ça on pourrait traduire ça comme ça. Fait que il n'y a pas d'études sur ça. Fait que ça, est-ce que c'est vraiment, peut-être que la pente à laquelle c'est plus économique que de pas en avoir est peut-être un peu moins forte. Puis après, l'autre élément, c'est de dire, ben, quand tu prends les bâtons, puis je le dis souvent à des athlètes, c'est, tes bâtons vont pas t'aider dans la première montée de la course, mais en prenant des bâtons dans la première montée de la course, la 5e montée de la course, tu vas aller plus vite. Fait que c'est vraiment de préserver, en fait, de réduire la fatigue musculaire, puis de préserver, en fait, tes muscles en transférant une partie qui est pas si grande que ça de l'effort vers tes bras, finalement. Fait que je pense que ça, c'est un peu le principe de base. Après, il faut les transporter, les bâtons. Fait que ça en prend évidemment les plus légers possible. Puis d'être capable d'être assez efficace pour les ranger, pour pouvoir idéalement ne pas les prendre en descente, à moins vraiment d'être complètement défoncé. Je pense que j'ai une image encore de comment il s'appelle, François Daen qui descend à l'UTMB une fin de course avec les bâtons. Fait que tu te dis, OK, même lui, une année qu'il gagnait, je pense qu'il a déjà pris les bâtons en descente. Fait que il y a quand même des cas où ça peut être pertinent aussi, mais généralement c'est plus en montée. Puis je pense qu'il faut quand même être bon pour les utiliser de façon convenable. Ça, c'est quelque chose qu'on veut faire aussi cet été à Montréal, de faire un peu des ateliers un peu techniques de trail pour un peu enseigner aux gens à bien se servir de leur super bâton. Que c'est quand même justement, pour que ce soit bénéfique, il faut être capable de bien l'utiliser, puis il faut aussi être capable de l'utiliser sans arrêter de manger. Parce que des fois, le problème, c'est que tu as les bâtons, tu arrêtes de t'alimenter, puis là, ben, finalement, tout le gain que tu fais, ben, tu vas le reperdre parce que t'as pas maintenu ton plan nutritionnel. Non, exact. Il faut pratiquer parce que, comme tu le disais, la technique, comme ce que tu parles, le gallop alterné, alors que des fois, dans des portions encore plus pentues, là, tu vas y aller avec les deux en même temps. Moi, je les trouve très utiles dans le technique, mais c'est un art dans le sens où faut le faire. Je dis pas que je maîtrise cet art-là, mais faut en faire. Tu sais, c'est, mettons, je prends l'exemple du Mont-Saint-Anne que beaucoup de monde peuvent s'y référer. Monter la crête avec des bâtons, ça se passe plutôt bien. T'es dans une pente de ski, c'est pas technique.
va monter les pionniers avec des bâtons. Là, c'est une autre technique complètement. C'est la même montagne, c'est le même D+, mais là, t'es dans du très technique, il y a de la racine, il y a de la roche, mais ça peut être efficace. Mais il faut pas que ton bâton se pogne dans des roches puis que tu saches pas trop les mettre, tu t'enfarges dedans. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. Puis je suis d'accord avec la descente. Si juste à te poser la question où je mets les pieds, bien où je mets les bâtons, là, ça devient comme un peu une charge de plus, mais quand on est habitué, ça se fait quand même assez bien. Exact. Puis c'est pareil pour la descente, comme tu dis, quand t'es démoli en fin de course, encore là, ça peut te sauver un peu. Puis des fois, dans un terrain très glissant, je pense, j'ai des souvenirs en Gaspésie sur le Gaspésie, dans la grosse boîte où ton bâton, il est pas là pour faire une économie d'effort, il est juste là pour t'empêcher de te planter parce que ça te fait une troisième jambe, une quatrième jambe, mais faut pratiquer. Fait que les bâtons, c'est réglé. La performance mentale pour l'ultra-endurance, la portion du mental, l'importance du mental dans la course, autant le jour de la course, mais dans la préparation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu as appris, toi, avec le temps là-dessus? Ouais, c'est là que je pense, j'en avais écrit un bon, je pense, sur le blog là-dessus, un peu sur l'approche un peu plus, comme inactive. Je sais qu'on parle souvent de fixation d'objectifs, puis moi, je pense que sur les ultras, ça crée trop d'attentes, puis c'est souvent ça, en fait, les courses qui se passent pas bien en ultra. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, de façon personnelle, puis aussi ce que je vois avec des athlètes, des fois, c'est quand ce qui se passe en vrai marche pas avec les attentes que tu avais, c'est là qu'on est le plus démoralisé puis qu'on est le plus que ça va le moins bien souvent. Fait que je pense que ça, c'est quand même important pour moi de me dire, j'aime mieux pas vraiment fixer d'objectifs qui sont trop précis, puis plutôt avoir un plan vraiment comme un plan bien précis pour l'alimentation, pour la gestion de l'effort. Et après ça, juste suivre ce plan-là puis rester vraiment dans le moment présent. Je pense que pour moi, ça fonctionnait, puis pour d'autres athlètes que j'entraîne aussi, de vraiment essayer de s'en tenir un peu à des choses, de pas trop penser à l'arrivée, de pas trop penser à ce qui s'en vient, mais vraiment de rester dans le moment. Puis tu sais, après, il y a des trucs, il y a quand même des méthodes qu'on sait qui fonctionnent assez bien, qui peuvent, selon moi, être compatibles avec cette approche-là. C'est un peu les trucs de discours motivationnel interne, tu sais, d'avoir... Puis même sur sa montre, tu sais, moi, je mets des alertes pour manger aux 15 minutes, aux 20 minutes, peu importe. Mais tu peux aussi mettre une alerte à toutes les heures qui te dit un motto un peu, tu sais, qui te permet d'avancer, là. Tu sais, juste quelque chose comme You love this shit, là, tu sais. Puis ça te remet dedans, puis tu sais, ça peut être un peu n'importe quoi, mais tu sais, je pense... moi, je pense qu'un qui fonctionnait bien, c'est que t'es plus fort que ça. Fait que dans toutes les situations, que ça aille bien ou mal, tu sais, ça peut quand même te motiver. Il y a des trucs qu'il faut que tu testes aussi à l'entraînement parce qu'il y en a qui sont pas nécessairement bons dans toutes les situations. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire quand même pour essayer de se motiver. Mais c'est pas ma spécialité. Mais je pense que de plus en plus aussi pour les ultras, c'est d'essayer de faire que ces longues sorties soient vraiment spécifiques au niveau du mindset. On cherche souvent à aller chercher le terrain spécifique, le dénivelé par kilomètre, puis tout ça. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi se mettre un peu dans l'idée que si ton ultra, tu le fais seul, pas de musique, ben ta longue sortie, tu devrais la faire seul, pas de musique, tu sais, pour un peu t'habituer à ce que ça va être le jour de la course. Puis après ça, si le jour de la course, tu te fies à des ranges de fréquence cardiaque, ça peut ne pas être les mêmes en entraînement, mais idéalement d'avoir quand même un range que tu essaies de respecter pour avoir une course que tu fais un peu la même chose en training qu'en race. Même chose évidemment pour les bâtons et ces choses-là, mais je pense que d'aller chercher un mindset qui est un peu proche de ce que tu veux faire en compétition, même des fois aussi niaiseux que d'avoir, si le jour de la course, tu as le GPX sur ta montre, ben de l'avoir en entraînement aussi. Fait que là, si tu as le mode Climb Pro qui te dit que tu as une course de 2 km qui arrive, tu veux-tu avoir ça sur ta montre en race? T'sais? Faut que tu poses la question en training, pas le jour de la race. Fait que je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire beaucoup avec ça. Fait que oui, autant que j'aime ça écouter des podcasts en courant, si j'ai un ultra dans un mois, ben mes longues sorties à la fin, je vais essayer de les faire pas de musique, pas de podcast, juste parce que je me dis ben c'est ça qui va se passer le jour de la course. Là. Exact. Moi, j'ai souvent parlé de mes trucs, les jeux mentaux que je me fais dans ma tête, puis je les ai découverts en entraînement en faisant justement une nuit blanche sur le Mont-Saint-Anne. Pas de musique, pas rien, de se dire, OK, là, je vais être 8 heures dans le noir sur le Mont-Saint-Anne. À un moment donné, il va falloir que je m'occupe la tête parce que c'est pas vrai, je vais penser continuellement des choses qui ont du sens. C'est là que tu découvres. Moi, je sais que ça peut m'occuper la tête, de passer vite, de faire l'alphabet puis essayer de nommer des capitales de des pays. Bon, on commence avec A, B, C. Mais comme tu dis, c'est des choses que tu peux l'entendre sur un podcast, mais tu vas trouver tes propres trucs, tes propres façons de faire si tu te mets dans les mêmes conditions pour te briser mentalement. Puis je vous encourage pas à vous briser mentalement à l'entraînement, mais de te mettre dans un petit contexte pour être un peu dans la marde mentalement puis devoir te trouver tes propres clés, c'est pas une mauvaise chose. Ouais, surtout qu'on est tellement stimulé tout le temps maintenant, tu sais, avec les réseaux et tout, de faire une course où t'es vraiment seul avec toi-même, avec tes pensées. Des fois, c'est comme un peu déroutant, je pense, le jour de la course. Fait que si tu l'as pas fait en training, ça peut quand même être un peu plus compliqué. Là. Ouais, c'est clair. Un autre sujet que tu as abordé, la chaussure parfaite. Qu'est-ce que coach David, coureur David qui a de l'expérience, comment qu'on choisit la chaussure parfaite pour soi? La couleur?
Ben c'est sûr, c'est important le swag là quand même là, mais surtout c'est important en fait pas qu'elle ait la belle mais qu'elle soit belle de son de sa vue de coureur, tu sais, vue Ouais. de ouais. Non mais sans blague, je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir tu sais, quelque chose qui déjà qui nous permet en fait de nous protéger adéquatement du terrain qu'on va affronter. Là, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu basique de dire ça comme ça, mais si on est habitué de courir avec d'amorti, ben c'est correct de courir avec très peu d'amorti pour une course longue. Mais tu sais, je pense que c'est d'aller chercher. Souvent, en fait, ce qu'on dit, c'est la chaussure la plus légère qui nous permet de nous protéger adéquatement de l'environnement. Tu sais. Là, je pense qu'avec les nouvelles genres de super shoes, des fois peut-être qu'un peu plus de poids peut quand même être pas si mal, mais tu sais, je pense que le poids reste quand même le truc le plus important. Puis dans mon cas, je pense que j'ai aimé des chaussures plus flexibles. Fait que tout ce qui est plaque de carbone entre elles, j'ai pas vraiment essayé, puis je suis pas convaincu que ça va bien fonctionner. Puis là, je pense que là, j'ai pas de partenaire soulier, là, mais je sais que Norda ont sorti quelque chose qui est quand même assez intéressant en termes de super shoes, pas de carbone. Il y a la Sportiva aussi qui ont sorti quelque chose d'intéressant dans ce sens-là. Puis moi, c'est ça que je vais peut-être essayer cet été, là. Mais tu sais, j'ai pas vraiment je pense que c'est là que c'est vraiment peut-être l'élément le plus personnel, je pense, dans tous les équipements, c'est vraiment les chaussures. Puis c'est là que ça peut être bon des fois d'aller tu sais, consulter des spécialistes en boutique ou de consulter même des reviews sur Internet puis d'un peu comprendre qu'est-ce qui tu sais, qui fonctionne pour nous, puis après ça de partir de là. Ouais, faut quand même, je pense, se mettre des œillères sur le marketing, dans le sens où faut que tu prennes l'espadrille qui fonctionne pour toi. Pas l'espadrille que ton coureur préféré porte sur Instagram. Dans le sens où ça peut être la même affaire, tant mieux si tu portes la même chose que ton coureur préféré, mais faut pas que ça soit ça qui définisse. Si tu le mets dans ton pied puis comment tu te sens, puis c'est embêtant de dire ça quand faut que tu le testes en sentier puis tu te dis je vais pas acheter une paire puis tester pour le fun, mais juste c'est con, mais je me rappelle les premières fois que je suis allé au coureur nordique à Québec puis t'en essayes 5-6, tu le sais en partant quand tu mets ton pied dedans. Est-ce qu'il va être parfait après 30 km sur une longue sortie? Je sais pas. Faut le tester, faut se rendre là. Mais tu le sais quand tu le mets, puis il y a de quoi qui fit pas, puis faut tester, puis il faut se mettre des œillères par rapport au marketing. Tu parlais des super shoes. Je serais curieux d'avoir ton avis pour le mid-pack. Dans le sens où je comprends l'attrait du super shoe pour Jim Wamsley qui veut remporter la Western State. Je comprends les technologies puis les économies de 10 grammes entre deux modèles et blablabla, mais pour moi, que ça va faire un 100 000 en 32 heures, là, mettons, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un attrait d'aller chercher ce soulier-là high-end, high-performance? Ben, tu sais, je pense que pour tout le monde, le plus important, c'est quand même le confort, là, que tu sois mid-pack ou élite, là. Fait que ça prend quelque chose de confortable. Puis je pense aussi qu'il y a un peu une grosse différence, à mon avis, entre ce qui était course puis marche, en fait. Fait que même pour une course comme l'UTMB, je suis pas convaincu que le soulier très mou puis très rebondissant, ben, peut-être moins stable en montée. Fait qu'au final, quand tu marches, peut-être bien que c'est moins efficace. Ça fait que je pense que mon avis, c'est quand même que dès qu'il y a beaucoup de hike dans une course, je pense que le soulier idéal n'est pas nécessairement le même que le soulier idéal pour quand il y a beaucoup de courses, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est déjà à tenir en compte. Tu sais, je sais personnellement que moi, des souliers étaient très, très mous. Autant que j'aime ça courir, ben, j'aime ça. Je suis quand même à l'aise de courir avec ça dans des courses plus roulantes. Quand c'est vraiment du hike, je trouve que quand le temps de contact est trop long, ben, tu te rends compte que le soulier est instable et qu'il est mou, puis que j'aime un peu moins ça. Mais encore une fois, là, j'ai pas trouvé le soulier parfait encore, puis c'est pas évident. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut chercher longtemps. Puis quand t'as enfin trouvé ton soulier parfait, ça se peut que l'année d'après, il change le modèle, puis il change une petite affaire qui fait que... Moi, j'étais avec Oka depuis très longtemps, mais je me rappelle que le moment qui m'a fait switcher, c'est quand j'étais un coureur de Brooks avec le Cascadia. Puis je me rappelle pas quelle itération ils ont changé quelque chose, puis le fit est complètement différent. Puis j'ai fait, OK, ça marche plus. On est en 2019, ça fait 2 ans que je fais du trail, puis que j'avais trouvé comme mon espadrille parfait. Puis finalement, regarde... le changement du Cascadia m'a amené vers Oka, puis je suis rendu à 50 paires différentes. Ouais. Ben, Oka, ce qui est bien, c'est qu'ils ont, je pense, le range complet, que tu peux vraiment avoir une chaussure pour chaque condition, puis chaque trail possible. Fait que c'est un gros avantage quand même. Ouais. Le dernier sujet, et non le moindre, on en a parlé tantôt en début, le swag. T'as écrit sur le swag, t'as remporté, je pense, ça se peut-tu que je l'ai encore dans mon sous-sol, ta racine, t'avais-tu ton trophée? Je l'ai pas récupéré, mais je pense que j'y tiens, je pense que j'aimerais ça l'avoir quand même. Inquiète-toi pas, je viens de l'avoir là-bas, je pourrais la montrer à l'écran tantôt si tu veux, j'ai encore ta racine, t'avais gagné le Trail Swag, c'est un prix qu'on a remis une seule année parce que après qu'on te l'ait remis, on s'est dit, personne ne peut battre ça.
Fait qu'il va falloir changer la catégorie, c'est devenu autre chose. Mais le trail swag, j'ai envie quand même d'aborder le sujet de manière sérieuse parce que tu as écrit là-dessus. Puis je pense que ça fait partie de la culture. Tu sais, le trail, c'est plein d'affaires, c'est le sentiment de communauté, c'est le temps passé en plein air. Mais je pense qu'il y a un fun pour certaines personnes de la communauté dans le fait de choisir du gear puis de trouver quelque chose qui nous fait plaisir, puis on va passer 30 heures dans nos shorts. Fait qu'on se peut être content de porter des shorts qui sont flyés. Tu sais, c'est quoi ton rapport au trail swag? Comment ce mot-là s'est intégré dans ton vocabulaire? Bonne question, Karine. Honnêtement, je sais pas trop, mais tu sais, c'est drôle parce qu'en fait, moi, j'ai déjà été avec Watt, une compagnie française, qu'il y avait des couleurs un peu, tu sais, je pense que c'était pas très, très swag, tu sais, je pense que, mais déjà là, je coupais les shorts qu'ils nous donnaient parce que je trouvais que c'était pas comme la bonne longueur, puis tu sais, c'était un peu déjà compliqué, je pense, d'avoir ce que je voulais vraiment, mais tu sais, je pense que tu sais, le plus important là-dedans, c'est justement que je pense que l'idée du swag, c'est de penser, en fait, de trouver que ce qu'on porte nous donne un peu de la confiance. Tu sais. Je pense que c'est pas une question de qu'est-ce qui est swag, qu'est-ce qui est pas swag. Puis l'article que j'ai écrit, c'est ça qui est un peu drôle. Là. Je pense que là-dedans, je mets vraiment les règles puis un peu les choses qu'il faut respecter, mais finalement, c'est un peu ça la blague. Là, tu sais, c'est que finalement, si quelqu'un aime ça avoir des shorts léopard puis que pour lui c'est cool, ben c'est ça le swag. Tu sais. Moi, c'est pas mon swag à moi, mais c'est son swag à lui. Là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui est important, c'est de finalement d'avoir confiance puis de se présenter sur une ligne de départ ou en entraînement avec, je sais pas, en ayant l'impression que ce qu'on porte nous représente finalement. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est important le swag. Ouais, c'est ça. Comme je pense que défi des couleurs, j'étais pas en forme, j'étais encore blessé, ça allait pas très bien, mais j'avais mon kit blanc pour la verticale, fait que ça, j'étais quand même content de ça. Il y a une réflexion derrière qu'est-ce qu'on porte pour se rendre à l'événement, c'est ça? On a des choses quand même aussi, je pense, avec Fern là, qui s'en viennent d'assez... j'espère que ce sera pas juste un prototype et qu'on va pouvoir développer ça quand même, mais on a des idées quand même intéressantes pour faire des choses... parce que je pense qu'entre elles, le plus important, ça reste le confort. Puis je pense qu'il y a quand même des grosses avancées qu'on peut faire encore entre elles. Là, j'en dirai pas plus. Là, je pense que c'est encore top secret comme projet. Mais on a des choses pas qui s'en viennent peut-être. Là. Intéressant. Tout est avec Fern? Ouais, c'est ça. Fait que, non, de voir ça. Mais je pense que c'est important. Moi, puis je pense que tu l'as bien dit, il y a des règles, mais il y a pas vraiment de règles dans le sens où il faut que tu sois bien. Puis le trail a toutes sortes de bébites, puis je dis pas ça de manière péjorative, mais il y a tout plein de personnalités qui vont dans tous les sens. Il y a des gens qui sont dans les extrêmes, qui sont très divertissants à voir dans des courses, à suivre sur les médias sociaux. Moi, il y a un gars que j'ai rencontré dans une course que je me suis mis à suivre, puis maintenant c'est une star TikTok du trail aux États-Unis, il s'appelle Andrew Glaze, qui portait des jorts, qui sont des shorts, mais imitation jeans. Puis j'avais vu ça dans une course, dans un ravito à 2h du matin après 140 km. J'ai vu ce gars-là débarquer en jeans, j'ai fait, c'est malade. Il y a juste en trail que tu peux avoir ça. Puis quand tu regardes des photos, des rapports de des courses un peu roots dans le fin fond d'un état américain où il y avait 32 participants, c'est là que tu vois les plus belles affaires. Clairement. Je pense que j'ai aussi une paire de pantalons de ski de randonnée qui sont des faux jeans. C'est quand même pas pire aussi. Là. C'est malade. Ouais. Un des sujets qui a fait qu'on enregistre aujourd'hui, c'est que dans l'épisode sur la professionnalisation du sport avec Geneviève, Mélodie et Rémi, on a parlé des indices de performance, puis on a effleuré le sujet, puis clairement, Rémi et moi qui s'y intéressons, on est un peu pris de court par des changements, des nouveautés. On n'est pas certain des infos qui circulent à ce sujet-là. Puis depuis cet épisode-là, nous on s'est parlé. Depuis cet épisode-là, j'ai travaillé aussi avec Samuel Ouellette pour préparer une conférence sur le sujet des indices, la cote ITRA, l'indice UTMB Index et tout ça. On le présente au colloque Viens courir d'Athlétisme Québec à des organisateurs de courses, mais on a décidé qu'on allait en faire un épisode, fait à suivre, peut-être l'épisode qui suivra le nôtre sera sur ce sujet précisément-là, mais la discussion qu'on avait était très intéressante. Au-delà du calcul des fins détails de ce qui entre dans l'indice, la cote ITRA, l'UTMB Index, est-ce que c'est possible scientifiquement de mesurer la performance? On le voit en athlétisme, on le voit sur route, mais en trail, il y a des indicateurs qui existent. Est-ce que, selon toi, on approche de quelque chose qui peut permettre de réellement comparer deux performances complètement opposées sur un kilomètre vertical puis un 200 mètres? Tu sais, je pense que oui, là, puis je pense que la cote ITRA, puis en fait, ça, je sais pas c'est quoi la distinction, les deux cotes sont pas les mêmes. Ce qui est un peu louche avec la cote UTMB, c'est que des fois, je pense que pour faire, mettons, des fois, c'est le top 3 qui automatiquement passe à l'UTMB l'année suivante. Puis des fois, c'est en plus de ça, par exemple, sur je pense, le 100 miles, si tu as 770 de cote et plus,
tu passes aussi automatiquement à l'UTMB. Fait que le quatrième devrait pouvoir y aller s'il y a 770 et plus. Mais souvent, une couple de courses que j'ai regardé, c'est souvent comme par hasard, juste les 3 premiers qui sont pile dans les cotes qui sont prévus, tu sais. Fait que tu te dis à quel point il y a juste la cote pour que ce soit juste le podium ou juste les 10 premiers quand c'est des courses major, tu sais. Je sais pas s'il y a peut-être un petit jeu là-dessus, mais puis les différences des fois entre la cote UTMB puis la cote ITRA qui est quand même bizarre. Puis moi, à mon avis, j'aime mieux me fier à la cote ITRA parce que je me dis, ben, c'est la Fédération internationale de trail. Puis pour avoir été représentant canadien pendant quelques années au niveau de l'ITRA, tu sais, on a eu des présentations sur la cote ITRA, puis on a vu un peu comment c'était fait. Puis peut-être que c'est celle qui est rendue l'UTMB maintenant parce ils sont partis avec, mais en tout cas, c'est quand même assez bien fait. Puis tu sais, des fois, je pense que les gens sont mêlés dans le sens que. Puis il y a maintenant un super bon FAQ, là, je pense, sur ITRA. Tu vas voir un peu c'est comment ils calculent les race scores, puis c'est quand même vraiment bien fait. Mais tu sais, je pense que si on veut vraiment simplifier, en gros, il calcule d'abord un peu le dénivelé puis la distance. Fait que c'est le premier calcul qui est fait aussi simple que dénivelé distance. Puis on dit, ben, si tu fais une performance qui serait équivalente au record du monde, t'aurais 1000 points, je pense. C'est comme le maximum impossible, tu sais. Puis après ça, ben, on part de là, puis tout le monde a des cotes. Puis après ça, si les cotes des gens qui ont fini, ben, mettons que la moyenne des finishers, c'est 500, mais qu'au départ, ces gens-là avaient 450 de cotes, ben, ça veut dire que le parcours est plutôt rapide, tu sais, que ce soit pas technique ou les conditions étaient plutôt bonnes. Ben, ils modèrent après les cotes, ils ajustent par rapport à ça pour dire, ben, si les gens avaient 400 en moyenne au départ, ils doivent avoir 400 en moyenne à l'arrivée, si on 800, ça devrait être 800, tu sais. Ils font en sorte que la cote est ajustée pour que les performances soient réalistes. Après, j'imagine qu'ils enlèvent un peu les outliers, tu sais, quelqu'un qui fait une performance qui est comme absurdément trop bonne ou trop mauvaise, ben devrait pas non plus avoir un impact sur ce facteur-là, mais au final, c'est quand même assez facile, puis c'est en faisant ça qu'ils peuvent tenir compte de à la fois les conditions, le parcours, puis plein de facteurs, en fait. Fait que je pense que c'est quand même assez précis comme méthode, puis c'est plus précis plus que le monde sur les courses, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez bien fait, puis c'est de plus en plus précis parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des cotes, puis qu'il y a de plus en plus de courses qui ont servi à calculer leurs cotes. Je te pose une colle. Ouais. Marianne Hogan, c'est une coureuse qui aujourd'hui a du 700, fin de 700, si c'est pas début 800. Je sais pas la cote exacte, mais c'est dans les meilleures femmes au monde. Avant même d'avoir ce deuxième vague-là dans sa carrière de trail qui a commencé à l'UTHC dans les dernières années, avant ça, avant même la diagonale où on parlait tantôt en 2019, vous étiez là avec les guerriers du Grand Raid, Marianne avait eu des grosses performances sur des courses américaines en 2017-2018, elle avait une très bonne cote, elle est blessée, elle prend le départ de la Mascareigne qui est, si je me trompe pas, une 60aine de kilomètres à l'île de la Réunion, et étant blessée, elle l'a fait à la marche, elle l'a fait en trottinant, puis elle a terminé 300e femme, je dis n'importe quoi. Une Marianne qui à l'époque avait peut-être 790, prenons cet exemple-là, elle a 790 de cote, elle s'en va faire la Mascareigne à la marche, elle termine 300e. Est-ce que le fait qu'elle a une énorme cote de base sur son profil avec tout ce qu'elle a fait vient influencer un peu le pack autour? Est-ce que la femme qui a fini avant elle, sa cote est un petit peu influencée vers le haut parce qu'elle vient de terminer devant une fille qui a 790 de cote? Mais tu sais, je m'attends à ce que dans leur calcul, ils enlèvent ces outliers-là. Tu sais, si la personne a justement 800 au départ puis elle finit à 400, ben clairement, tu sais, c'est une DA, un DA, fait que tu les enlèves. D'après moi, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent souvent comme le 90% qui sont vraiment comme dans leur zone habituelle puis ils gardent ceux-là. Mais tu sais, je sais pas. Moi aussi, j'ai déjà pensé en fait que la meilleure façon de bonne cote, c'est de faire une course où il y a des élites qui finissent en marchant. Tu sais. Ouais. Mais normalement, sur une course où il y a, comme le Mascarin, il y a quand même beaucoup de participants, ça devrait pas non plus avoir un gros impact, même s'ils gardaient ce score-là dans le calcul. Mais à mon avis, moi, je pense qu'ils font quand même une pondération pour enlever, en fait, les personnes qui pourraient aussi des fois courir avec un dossard de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui prend le dossard de quelqu'un d'autre puis qui finalement fait un 700 points alors que son ami avait 400. Ben ça aussi, je pense qu'ils vont peut-être dire quelqu'un qui fait une performance qui est vraiment trop bonne, trop mauvaise. D'après moi, ils les enlèvent du calcul pour que ce soit plus fair. Là. OK. Mais ça, c'est juste un guess. Là. Je peux pas dire que c'est ça. Mais théoriquement, ça devrait être ça. Parce que surtout, l'impact que ton exemple est quand même bon. Mais je pense que si cet exemple-là arrivait à une course comme beaucoup plus petite, comme même Hard Rock, là, ça ferait vraiment un impact sur les codes de tout le monde, je pense. Alors que sur une course comme la Mascareigne, d'après moi, ce serait quand même assez dilué dans le total. Parce qu'au final, c'est pas la fille qui la bat, c'est vraiment la moyenne de tout le monde au départ versus la moyenne de tout le monde à l'arrivée. Fait que je pense que c'est pas si pire que ça. Ouais. Ça avait l'air très précis comme exemple, mais c'est parce que je m'y suis penché dans les dernières semaines pour préparer cette conférence-là. Puis
notre discussion démontre, tu sais, t'as été comment t'appelles ça, ambassadeur pour l'ITRA? Représentant des joueurs canadiens. Puis on n'a encore pas la réponse parfaite, idéale, claire, parce que il y a quand même des petites zones grises dans tout ça, mais au final, je pense que on peut prendre le pas de recul puis de se dire à quoi ça sert, mesurer des performances, comparer des performances élites. Puis moi, je l'ai souvent dit sur le podcast, je l'utilise, c'est un très bon outil quand tu vas faire une course que tu ne connais pas. Va voir le monde qui ont ta cote. Si t'as 500, va voir le monde qui ont 500. Puis oui, il y a des gens qui ont une journée off, mais si tu regardes 5, 6, 7 coureurs qui ont 500 sur l'édition précédente, ça te donne toujours une bonne idée d'environ combien de temps ça pourrait te prendre. Puis c'est une bonne mesure, c'est un bon outil pour le mid-packer moyen, là. Tu regardes celui qui s'est le mieux pacé là-dedans, tu sais, qui est parti plus lentement puis qui a fini fort, puis tu dis, ben ça, c'est mes splits pour ma race, puis c'est une très bonne façon, je pense, d'avoir c'est pas nécessairement de se baser là-dessus pour dire, il faut que je fasse ces splits-là, mais de se dire, ben je m'attends à ce que ça me prenne tant de temps entre les ravitaux, donc ça me prend tant de nourriture entre les ravitaux, donc mon crew devra être là à telle heure, tu sais, c'est quand même, moi aussi, je pense que c'est une façon assez efficace quand même d'estimer ces temps de passage. Ah ouais, c'est clair, parce que même si tu veux faire ta course au feeling, même si tu veux faire ta course sans penser à ces choses de l'extérieur, si t'as un crew, faut quand même que tu leur donnes un petit ordre de grandeur, tu sais, quel moment ils vont passer. Fait que c'est un bon outil pour ça. Avant qu'on conclue, j'ai retrouvé quelque chose, des mots que tu as écrits, puis ça va comme être notre conclusion. Je te lis tes propres mots que tu as écrits il y a quelques années. Tu dis « Aujourd'hui, le trail, c'est ma vie. Je rêve de la course parfaite, d'une performance dont je serai entièrement satisfait. Je ne suis pas certain qu'une telle chose soit possible, mais je compte bien y mettre tout mon cœur et consacrer toute ma vie. » Est-ce que tu penses encore aujourd'hui qu'une course parfaite, c'est impossible, c'est quasi impossible? Ben, je sais pas, je pense que vu que j'ai fait des bonnes courses quasi parfaites sur mettons, 50 kilos, ben, tu sais, je pense que j'y crois encore pour un ultra, là. Tu sais, là, c'est sûr, je suis encore un peu blessé. Fait que là, c'était peut-être pas cette année, mais j'espère quand même, tu sais, QMT 135 qui est mon prochain gros objectif. Puis je pense que le but, c'est d'être en forme puis de faire. Tu sais, puis je pense que la course parfaite, c'est un peu indépendant de ton niveau de forme. Tu sais, je peux arriver là puis pas être dans la forme de ma vie, mais faire une exécution parfaite puis finir ça en me disant que c'est vraiment le mieux que je peux faire. Fait que je pense que oui, c'est possible puis je vais essayer de faire ça cette année. Écoute, tu me devances sur ma prochaine question. J'allais te conclure en te demandant c'est quoi tes plans pour 2025? QMT 135? Ben c'est ça. Là, j'ai pas la fin de la saison, mais c'est Québec Méga Trail. Puis comme je disais, moi j'ai une blessure aux ischios là, qui traîne depuis quand même assez longtemps. Donc j'ai des courses de vélo de gravel aussi. J'ai Gravelooza à Bromont au mois de juin qui va être ma première course de vélo, mis à part du triathlon, disons, c'est ma première vraie course de vélo. Puis je devrais faire aussi le marathon du Mont-Mégantic. Fait que pour l'instant, c'est ça. J'aurais aimé ça faire une course en Europe avant la fin du mois de mai pour essayer d'avoir une performance pour me qualifier pour l'équipe canadienne. Mais mon niveau de forme actuel, je pense que c'est pratiquement impossible que je fasse une grosse perf avant la fin du mois de mai. Fait que je pense que je suis en train un peu de mettre ça de côté. J'ai quand même un dossard pour une course, mais je pense que j'aime mieux même pas mentionner ça. Puis l'objectif, c'est Québec Méga Trail 135. Puis j'ai rien pour l'automne encore, fait que c'est pas impossible que je retourne à Ricana ou que j'aille faire une course peut-être by UTMB pour essayer d'aller me chercher peut-être éventuellement des stones ou une qualification automatique si les jambes sont bonnes. Fait que je pense que c'est ça pour cette année. Intéressant. Il te reste des courses bucket list? Parce que je le disais tantôt, t'as fait le Hong Kong 100, t'as fait la Transgrande Calaria, t'es allé au Mio, t'es allé à La Réunion. Parmi toutes ces grandes courses-là, ou des courses complètement inconnues, t'en as-tu encore qui sont au sommet de ta bucket list? Ben, tu sais, je pense que t'es comme tout le monde, Western States, ça pourrait être cool à faire. Hard Rock, honnêtement, je pense que j'ai même pas j'ai pas commencé à ramasser ça, là, fait que ça va être un peu compliqué. Zegama, je suis dans le loterie depuis 3 ans de suite, fait que là, j'ai Zegama que j'aimerais faire. Mais je pense, Western States, je pense que c'est vraiment la course que j'aimerais un jour essayer de faire. Puis sinon, ben, il y a quand même, tu sais, je pense il y a plein de compétitions qui me motivent tout le temps, là. Je pense que c'est quand même facile d'en trouver des intéressantes, là, mais je pense puis tu sais, je vais même refaire Arikana à tous les ans jusqu'à la fin de ma vie, je pense que ce serait pas une mauvaise vie non plus, là. Tu sais, je pense que à un moment donné, puis c'est ça, tu sais, on dirait que j'aime ça aller faire des courses internationales, mais en même temps, tu sais, je pense que tu sais, d'un point de vue écologique, c'est pas non plus la meilleure des choses, puis j'ai l'impression que tant que mon niveau, tu sais, si j'ai un bon niveau, on dirait que je justifie d'aller faire des courses ailleurs. Mais là, quand c'est moins le cas, on dirait que je préfère peut-être m'en tenir aux courses au Québec. C'est pour ça que Québec Méga Trail, je pense que c'est la course
l'ultra sûrement le plus relevé au Québec cette année, d'après, en tout cas, c'est dans le Clairement. World Major, là. Fait que je pense que c'est Ben la oui. course à faire. Fait que pour moi, cette année, c'est ça le gros objectif. Puis, Il n'y a aucun doute qu'en niveau de compétition sur de l'ultra, c'est ouais. la course depuis plusieurs années, le QMT, que ce soit le 110, 135, c'est pas mal. Je pense que le 100 000 a eu des belles années, mais le QMT 100 000 n'a jamais eu le niveau de compétition que les grosses années du 110, puis que là, le 135, ça s'enligne pour être. C'est assez impressionnant, là. Ouais, puis c'est le fun de faire des distances. Tu sais, des fois, quand au Québec, longtemps, c'était un peu de l'influence européenne de dire, ben, c'est pas nécessairement 100 miles, c'est la distance que ça fait, comme le 125 d'Arcana, puis maintenant le 135 de QMT, puis de pas aller chercher les petits détours pour aller faire 100 miles, puis juste faire le parcours le plus logique, puis le plus intéressant. Là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'attire aussi. Là. Puis j'ai jamais fait, en fait, le QMT, j'ai fait le 52 fois, mais j'ai pas fait les longs. Fait que ça va être vraiment quand même beaucoup de nouveaux sentiers pour moi. Là. La question la plus importante, est-ce que tu vas te rendre au 135 en vélo? J'espère. On verra rendu là, mais honnêtement. Tu l'as fait quelques fois à Ricana? Ouais. Ça, c'est quelque chose que. Puis tu sais, des fois, les gens trouvent ça un peu aberrant, mais tu sais, il y a quand même aussi. Tu sais, c'est vraiment du vélo de très basse intensité, puis généralement, je fais un taper comme plus en amont, puis tu sais, d'un point de vue physiologique, je prends une journée de repos avant, je fais un carb load. Je pense pas que ça me nuise, puis je pense même, tu sais, si on veut trouver mettons, une justification à ça, je pense que d'un point de vue, justement, absorption des glucides, si tu fais ce genre d'effort-là quelques jours avant, ben, on sait qu'à court terme, on peut quand même améliorer beaucoup sa capacité à absorber des glucides. Fait que peut-être que c'est une façon, justement, de maintenir cette capacité-là, puis de la travailler proche de l'événement, puis d'être capable après ça, le jour de la course, d'en absorber un peu plus. Moi, c'est comme ça que je le justifie, puis que je me dis que c'est pas parce que je fais ça que je nuis à ma performance. Ce qui est dur, c'est le retour après la course. Des fois, Ouais. ça, je l'ai pas toujours fait non plus. Des fois, j'ai accepté le lift qu'on m'a offert, mais idéalement, j'aime ça quand même aussi, assumer mon isocie puis rentrer en vélo. C'est David Bombardier qui m'avait conté qu'une année, il t'avait ramené parce que dans la descente des Morios, je pense que tu t'étais pogné après les arbres, tu t'étais blessé au poignet. Fait que là, non seulement tu étais scrap de ta course, mais ça reste que si t'as mal au poignet, faire 400 km de bike, c'est pas optimal, là. C'était une belle excuse quand même. On remercie David, on le salue. David, je termine toujours avec les questions éclair-nac. Là, c'est pour toucher à ta fibre compétitive parce que j'ai décidé de faire table rase, de prendre les 220 premiers résultats puis de soit les mettre au vidange ou les mettre au temple de la renommée. Puis depuis 5 ou 6 épisodes, on a recommencé à calculer les FKT, les Fastest Known Time, pour répondre le plus rapidement possible à 10 questions. Par Zoom, à distance, le record appartient à Laurie Girard en 19 secondes pour 10 questions. C'est toujours 2 éléments que je mets en opposition. Faut que tu répondes le plus rapidement possible. Fait que tu me dis quand t'es prêt puis on part. Let's go. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Technique. Hiver ou été? Été. Bâton ou pas de bâton? Bâton. Questionnaire, calories solides ou liquides? Liquide. Des plus ou des moins? Des plus. 50K ou 50 000? 50 miles. Minimaliste ou maximaliste? Minimaliste. Autriche ou Thaïlande? Thaïlande. Les Alpes ou la Réunion? Les Alpes. 22 secondes. C'est très fort. C'est pas le record, mais... Ouais, mais je crois que c'est le minimaliste, là. En vrai, je fais pas passer de ma réponse, là, tu sais. C'est, en tout cas. Mais je pense qu'il y a eu une époque où c'était vraiment 2 écoles de pensée puis 2 opposés. Il y avait, tu te rangeais dans un camp ou l'autre. Puis on parle plus de l'espadrille, là, parce que je pense qu'en trail, en général, les gens, je regarde autour, c'est beaucoup des gens qui ont quand même soit un mode de vie ou un thinking minimaliste de manière générale, d'optimiser ce que tu traînes sur toi. Mais quand on parle de l'espadrille lui-même, il y a eu un temps où c'était peut-être plus tranchant comme débat. Maintenant, ça s'entremêle un peu plus. Et je pense que je suis plus rendu du côté maximaliste, en fait, malheureusement. Là. Mais j'aimerais ça encore pouvoir courir des courses avec mes petits New Balance comme Anton dans le temps. Mais... Ouais, Anton qui prenait un couteau puis qui coupait même. Je me rappelle toujours de la vidéo, je pense que c'est sa première ou sa deuxième Leadville qui vient d'être commanditée par New Balance. Ils n'ont pas encore le MT100, je pense, à l'époque, les choses super minimalistes. Fait qu'il ouvre sa boîte de choses qui viennent de se faire donner par son partenaire puis il coupe la semelle avec un couteau. Je pense que les défenseurs du maximalisme pourront dire qu'il est blessé depuis quand même plusieurs années. Fait qu'en tout cas, ça l'a peut-être pas très réussi les semaines de 300 kilomètres avec des petits souliers. Là, mais bon. Ouais, mais il est de retour, Anton. Hein? L'année passée, il a terminé 2e à Grindstone, 100 000. J'étais là aussi sur le 100K. C'est sûr que le fan, le geek de trail à moi, a espéré le croiser quelque part. J'ai pas pu croiser Anton. On pourrait finir peut-être là-dessus. En fait, j'ai déjà couru le Trans-Grande Canaria, je pense que c'était en 2015. Et j'ai couru avec Anton pendant quelques... Ah ouais? Quelques centaines de mètres, disons, au moins. Là.
Et je me souviens avoir entendu le ravitaillement derrière moi. La fois, j'étais parti plus vite que lui, évidemment, parce que j'avais une stratégie très intelligente à l'époque. Puis j'entends le ravito derrière moi, je dis, c'est sûr que c'est Anton qui est là. Fait que volontairement, j'ai ralenti un peu. Puis j'ai pu courir une bonne partie de la descente avec mon maître, mon mentor, ou je sais pas comment dire là, mais je pense que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans mon début en trail. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne cette année à l'UTMB. Puis j'espère qu'il va être en santé pour le faire. Ouais, parce que tu sais, il y a 2-3 ans, il a fait un gros comeback, je pense, 12 ou 13 ans après sa première victoire à Leadville. Il est retourné sur Leadville après des années de blessure, puis il avait fini deuxième ou troisième, si je me trompe pas. Fait que, je veux dire, le gars vit encore du trail dans le sens où vit encore de cette popularité-là. C'est un gars qui a un mode de vie, je pense, très minimaliste, mais il vit encore de l'aura qu'il y a autour de lui, puis ce qui a pu influencer, comme à l'époque 2010, 12, 13, ce qui a suivi. Mais c'est un très bon athlète. C'est un gars qui a réduit considérablement le nombre de kilomètres de course par semaine parce qu'il a été blessé pendant 10 ans, mais il fait énormément de bike, il met encore du gros volume de sport. Fait que, tu sais, sur un UTMB qui est une course, je vais mettre des immenses guillemets, lente, quand on compare à Leadville, quand on compare à Western State, ça se gagne en plusieurs heures de plus. C'est un gars qui pourrait surprendre. Gagner, je sais pas. Je veux pas dire ça puis avoir une preuve audio de moi qui doute. Passé l'an passé, il n'y a plus rien qui était possible. Exact. Après le parfait inconnu en 2024, pourquoi pas le vieux routier qui sort des boulamites puis qui remporte la... Ouais. On sait jamais avec Ludo, ce qu'il a fait sur la Hard Rock et sur l'UTMB dans les dernières années, il est la preuve que c'est ça. Ça peut marcher même dans la quarantaine avancée si c'est pas la cinquantaine. On espère que ça arrive. Ça m'amène à un autre sujet, là, on clorera après ça, mais comment c'est possible? Tu sais, c'est vraiment surprenant des gars comme Ludovic Pommeret, comme des Jeff Browning qui sont dans la cinquantaine, qui peuvent encore pas juste faire des 100 000 puis les terminer dans des temps compétitifs, repousser les limites de ce sport-là. Je veux dire, tu vois pas ça dans aucun autre sport, sauf exception. Il y a pas de joueurs de football, de hockey, de soccer qui, dans la quarantaine avancée, torche les plus jeunes. Qu'est-ce qui explique ça dans l'ultra? Excellente question. Je pense, ben tu sais, pour vrai, j'ai pas de réponse précise à ça, là, mais je pense que c'est quand même aussi une question de, j'imagine que le sport, s'il est pratiqué de façon raisonnée, puis qu'on est capable de, je pense que c'est de plus en plus l'alimentation aussi, là. Je pense que oui, on mange mieux pendant, mais je pense que les coureurs maintenant sont de plus en plus conscients qu'il faut bien s'alimenter tout le temps, puis manger suffisamment, puis c'est plus la mentalité, en tout cas à mon avis, de moins en moins de le plus léger possible. Fait que je pense que ça doit quand même jouer. Puis après ça, je pense que c'est quand même un sport aussi qui est, même si c'est pas les impacts du hockey puis du football, là, c'est des impacts, qu'on s'est adapté à ça, puis c'est quand même quelque chose qu'on est capable de supporter. Puis l'endurance, ça va toujours se développer. Puis je pense que même si on atteint un pic d'endurance avant ces âges-là, ben on peut quand même la pente descendante est pas si raide que ça. Puis je pense que les athlètes qui sont capables j'imagine soit par un entraînement vraiment pointu en musculation peut-être, ou il y a peut-être des trucs un peu qui peuvent leur permettre de maintenir à cet âge-là, souvent c'est surtout de maintenir la masse musculaire. Là. Fait que, si t'es capable de faire, j'imagine, beaucoup de renforcement, puis ou juste par ta pratique du trail, faire beaucoup de renforcement juste en étant beaucoup dehors, ben je pense que c'est ça qui les aide aussi à maintenir ça. Là. Mais j'aimerais ça être plus calé en vieillissement, là, mais c'est quand même assez impressionnant. Là. Je pense que Ludo particulièrement, puis parce que dans les dernières années, il a fait des grosses performances, mais je veux pas diminuer des top 5 à l'UTMB. C'est extrêmement impressionnant. C'est une performance unique, mais c'était pas comme torcher le record de Kylian Jornet l'année d'après sur un parcours similaire. Tu sais, ce qu'il a fait à la Hard Rock, c'est difficile de le maîtriser. Tu sais, terminé 5e en UTMB où il y a eu beaucoup de DNF. Le vieux montagnard qui a une expérience x10 de tous les autres jeunes, pendant que ça tombe comme des mouches parce qu'ils sont partis à 3,30 du kilo dans Chamonix. Lui qui était 50e à mi-parcours, qui finisse 5e avec son parcours, avec son type de gabarit, son expérience en haute montagne, ça s'explique-ish. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Mais faire ce qu'il a fait à l'Hard Rock, c'est dur à expliquer. Hard Rock, moi, je serais curieux. Tu sais, je pense que c'est la course que, justement, il y a peut-être pas assez de densité à chaque année pour que le record soit vraiment ce qu'il pourrait être. Fait que je pense que c'est le genre de course que si on met David Roach avec Kylian, avec Ludovic Pommeret, avec Anton Kopicha, si on veut aussi, là, on les met tout au départ. D'après moi, c'est le genre de course que le record peut vraiment s'améliorer, là. Mais en tout cas, ça reste à voir. Qu'à l'UTMB, je pense qu'avec la densité maintenant, je pense que les temps qui sont couverts à l'UTMB sont peut-être les temps
Ils vont sûrement baisser encore, mais ça va être peut-être de moins en moins, moins fréquent, je pense. Ouais, est-ce que tu sais, là, on voit les records qui tombent, puis je veux dire, c'est rendu qu'un chrono pour une 10e place à la Western State aurait remporté 35 des 38 premières éditions. Tu sais, on voit que les temps ont descendu. Y a-t-il un point comme le 100 mètres olympique où on va comme atteindre un point de... Je veux dire, là, en ce moment, on sait qu'il y a plein de choses, qu'il y a plein de facteurs qui sont embarqués. L'équipement est beaucoup plus léger. Il y a des nouvelles technologies de souliers. Il y a de l'apprentissage de la science qui sort sur la nutrition. C'est plein d'affaires qui arrivent dans un sport qui se développe, qui est encore à ses premiers balbutiements, qui font que les records descendent. Western State, on va finir par avoir du sub 14 heures. UTMB, on pensait jamais qu'il y aurait du sub 20 heures. On l'a eu 4 fois dans les derniers 3 ans. Mais à quel point, à un moment donné, ça va continuer de descendre? Il y a une limite à ce que l'être humain est capable de faire, non? Ben oui, mais en même temps, je pense qu'avec le sport qui devient de plus en plus populaire, il y a de plus en plus d'athlètes de haut niveau qui vont s'y mettre, puis que ça risque quand même d'amener à des records. Mais je pense qu'on a quand même eu la chance d'avoir dans la génération actuelle des athlètes quand même assez exceptionnels comme Kylian puis tout ça. Fait que je pense pas que ce soit non plus que ce soit si grand que ça, les différences qu'on voit, mais je pense que c'est plus une question maintenant, je pense, d'avoir un pack de coureurs qui est vraiment plus performant, puis que sur les 5 en avant, t'en as juste un qui peut maintenir le pace puis qui est poussé par les autres. Là. Fait que je pense que ça devient plus une question vraiment de compétitivité. Mais sur des parcours peut-être plus roulants, c'est quand même intéressant de voir si les coureurs peut-être de l'Afrique de l'Est éventuellement se mettent sur des distances plus longues aussi. Pour l'instant, on les voit pas beaucoup, on les voit sur des courses plus courtes, mais je pense qu'avec l'économie de course que ces gars-là ont, s'ils sont capables de bien gérer une course comme ça, ben ça pourrait quand même faire des résultats assez impressionnants, même si je sais que Grégoire Millet, mon directeur de thèse à la maîtrise, lui était du genre à croire que, selon lui, parce que c'est plus une question d'économie de course puis moins de VO2, plus ça va lentement, moins ça a des avantages. Donc au final, ils ont moins d'avantages sur des ultras, mais quand même, je serais pas surpris qu'un jour on ait un phénomène qui arrive du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, ou qui fasse quelque chose de quand même assez exceptionnel aussi sur des longues distances. Là. Ouais. Bon, ben, tu m'encourages. On va continuer de voir des records tomber puis de capoter quand on suit ces courses-là. Ça va être cool. David, exact. Merci beaucoup. Ça a été une grosse discussion. On a jasé de beaucoup d'affaires. J'ai l'expression en anglais, pick your brain. Je t'ai posé plein de questions parce que je me dis, David a une expertise, une expérience que j'ai pas, que ben d'autres ont pas. Fait que je vais pouvoir poser les questions qui me brûlent les lèvres. On s'est amusé. Merci beaucoup, David. Ça a été vraiment le fun. Ben, ça me fait plaisir. C'est cool. Très hâte de te voir au QMT 135. On va se voir là. Yes. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast. Merci aussi à Mox Mocktail, Café Charlevoix et Noctem qui sont les partenaires, appelons-les liquides du podcast. Et à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.